Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission, dans cette nouvelle conférence sponsorisée par University FR, par Amazon, où cette fois-ci nous allons recevoir deux coachs qui sont actuellement en opération d'ailleurs, pour pouvoir en apprendre un peu plus sur le métier. Ça vient conclure toutes les conférences qu'on a faites. On a beaucoup parlé des joueurs, de l'orga, de la communication, et là on va voir justement les personnes qui font en sorte que les joueurs deviennent encore meilleurs. Et moi j'ai plein de questions à leur poser, et pour pouvoir justement y répondre, je suis allé chercher des personnes que je sais qu'ils vont pouvoir me répondre, je sais qu'ils vont pouvoir parler parce que... Et Nicolas, on a déjà des choses à dire sur Twitter et il met bien en avant son équipe, et je sais que Eros a également une bonne expérience du côté de LDLCOL, mais c'est à eux de se présenter également. Et du coup je vais d'abord vous demander, comment ça va les gars? Nico en premier, comment tu vas toi aujourd'hui? Bah écoute, ça va très très bien, merci. Je me présente maintenant, c'est ça? Ouais, vas-y, tu peux te présenter maintenant. Vas-y. Donc du coup, moi, ça fait 3 ans et demi que j'ai commencé le coaching. Donc j'ai commencé en tant que head coach chez KC en 2020. Ensuite, je suis passé chez FC Nantes où j'ai eu plutôt un projet rookie. Ensuite, j'ai fait l'année dernière chez GameWard. Donc entre deux, je suis passé ainsi en Ligue arabe avec Fox Gaming. Et donc l'année dernière, j'ai fait GameWard. Donc ça a été un peu le pic de résultats que j'ai eu. Donc on a fait top 3 aux EU Masters, top 3-4. Et cette année, on est chez Nord, donc on a fait un premier split avec un roster un peu. On va voir ce qui se passe avec des joueurs expérimentés. Et on est reparti sur un roster rookie pour le Summer Split. Avec, Ok. on espère, un projet de 1 an et demi derrière qui va suivre. Ok, avec Indecision qui est arrivé, notamment de notre cher Div 2. C'est Euh, ça. et du coup, Eros, comment vas-tu? Ah, ça va très très bien, merci pour l'invitation déjà. Donc du coup, bon, moi c'est Rust. J'ai commencé le coaching à niveau professionnel depuis 3 ans. Donc j'ai commencé chez Gamers Origin Academy en Div 2 donc, il y a 3 ans. L'année suivante, j'ai été chez Easy Dream avec lesquels on a remporté la ligue au Summer Split et fait deuxième au Spring. Et avec lesquels on ne s'est malheureusement pas qualifié pour le tournoi de promotion pour la LFL. Et cette année, je suis assistant coach pour LDLCOL. Donc on a gagné le Spring Split, on a fait top 5-8 aux EU Masters, donc pas mal pour un premier split en ERL. Ouais, pour le coup, c'est tout de même un très très bon résultat. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être coach? Est-ce que vous aviez. C'était genre sortie d'études, ou est-ce que vous aviez eu d'autres boulots avant? Alors moi, c'est giga bourbier, il faut pas faire ça à la maison. Ok. J'ai essayé deux segments différents à la fac. Donc au départ, je me suis inscrit en éco-gestion. Parce qu'en fait, il faut savoir, moi, je suis éclaté en maths. Genre, je suis éclaté en maths. Mais traumatiquement éclaté en maths. Et en fait, du coup, je pensais qu'en éco-gestion, il y avait pas de mathématiques. Et quelle ne fut pas ma stupéfaction de voir des maths appliquées la deuxième heure de la semaine. Du coup, j'ai abandonné l'éco-gestion au bout de 6 7 mois. J'ai essayé de passer joueur professionnel sur League of Legends en piquant D2 en jouant Soraka Top. C'était, on va Attends, dire, attends, mon attends, niveau de en jouant quoi? Soraka Top. C'est moi qui ai créé Soraka Top Zérotique. Premier Ok. degré. Genre, avec l'analyste de Rogue à l'époque, un portugais, je sais plus comment il s'appelait. On s'est retrouvé sur un Discord un soir, on parlait, on a créé Soraka Top. Et après, ils l'ont essayé en scrim, et ensuite il y a eu Odo qui l'a joué, ou Wunder qui l'a joué en LEC, je crois. Bref, ça n'a Ok. aucun sens. Bref. Et donc voilà. Ensuite, j'ai fait 1 an et demi en histoire, où pour le coup ça se passait bien, j'aimais bien l'histoire. Mais le problème, c'est que l'histoire en débouché, c'était soit prof d'histoire, soit au chômage. J'ai choisi de pas être au chômage ni prof d'histoire du coup. Et j'ai passé 2 ans à essayer de monter une startup dans un incubateur de startup que j'ai rejoint quand j'avais 19 ans. Ok. Et c'est ça qui m'a vraiment servi pour l'e-sport en fait, parce que ça a été toute la partie, on va dire, gestion de projet, Hmm. qui était super intéressante comme apport par rapport au marché à l'époque. Parce qu'en fait, tu prends l'exemple par exemple de la KC à l'époque, le projet c'était euh, on vous paye 300 balles par mois pendant 7 mois, faites ce que vous voulez. Ouais. Et en fait, du coup, à partir du moment où moi, en
mes compétences, on va dire, c'est de la gestion de projet. Mais en fait, tu te retrouves à devoir construire ton staff, construire même tes relations publiques, entre parenthèses, de tes joueurs. Tu mets tes joueurs à stream, tu fais en sorte que ça fonctionne. Et donc, moi, vraiment, ce qui m'a manqué au tout début dans mon coaching, et c'est super paradoxal, parce qu'en général, c'est l'inverse. Moi, ce qui m'a manqué au début, c'était mes compétences de jeu. C'est-à-dire que j'ai dû apprendre League of Legends pendant que je gérais une équipe. À partir du Donc, moment où tu ramènes du Soraka top, bon. après, j'étais Elo Inflated de au moins 900 LP, je pense. Oh là là. En vrai, premier degré, vu que ton premier top laner, ça a du coup été Adam, tu l'as parlé de Soraka top ou tu Je t'es lui ai dit parlé de c'était Soraka perdu Top. d'avance? Je lui ai parlé de ça. J'en ai essayé Soraka Top en scrim une fois. Oh là là. Et Malo m'a dit plus jamais, genre. Ça ressemble tellement pas au playstyle d'Adam, tu m'étonnes. Ok, ok. T'as du coup, Eros, niveau parcours, qu'as-tu fait pour arriver jusqu'au boulot de coach? Alors du coup, ben, déjà moi je suis toujours en études, donc je suis en école d'ingé, je suis en cinquième année, donc il me reste qu'un stage à faire pour valider mon diplôme. Donc moi avant le coaching, du coup avant Géo Academy, donc j'avais déjà commencé un petit peu à coacher, mais à niveau étudiant, donc sur la grosse ligue. Bon, là on est sur une conférence University FR qui est liée de très proche à la grosse ligue. Donc en fait sur la première année de la compétition étudiante, j'avais accompagné une équipe lyonnaise avec laquelle on avait fait une Lyon e-sport. Et en fait c'était vraiment une première expérience pour moi où je m'étais dit, vas-y j'aime bien le jeu, j'aime bien analyser tout ça, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait me réussir? Et au final, j'ai beaucoup aimé ce rôle-là. Il y a eu des résultats assez intéressants. Donc, on avait une équipe full platine qui, au final, sur l'année, se sont retrouvés tous à être minimum en BO Master. Donc, c'était une belle progression individuelle. Les joueurs étaient très contents. Et donc, c'est comme ça vraiment que j'ai débuté et qu'après, je me suis dit, bon, je vais m'essayer à un projet professionnel. Et au final, moi, c'est un peu comme Nico, au niveau compétences, c'est que pour moi, je viens d'école d'ingénieur. Je pense qu'en termes de gestion de projet, de gestion de l'humain, c'est mon fort. En tout cas, c'était mon fort quand j'ai débuté. Je me souviens quand j'ai rejoint Geo Academy, vraiment, les premiers scripts, je me disais, en fait, j'apprenais plus des joueurs que eux n'apprenaient de moi concernant le jeu. Je pouvais Hmm. structurer le projet, mais il fallait que j'apprenne beaucoup. Et en fait, tous les ans, j'ai cette impression, dès que tu montes, qu'au final, t'as pas forcément les meilleures connaissances in-game. Donc ouais, c'est pareil. En fait, c'est plus le côté gestion qui était bon et il fallait que je découvre un peu le League of Legends compétitif. Ouais, parce que le League of Legends qu'on voit, même quand on regarde en tant que spectateur des ligues professionnelles ou quand on joue en solo queue ou qu'on regarde des solo queue, c'est vraiment pas la même chose que le jeu en équipe, en fait. Et donc ouais, pareil que comme Nicolas, il a fallu découvrir un peu au fur et à mesure, quoi, et arriver là où on en est maintenant. Au Ce qui est final, super particulier, c'est vas-y. que, je te coupe, désolé, c'est qu'en fait, il y a dans League of Legends, il y a vraiment plusieurs écoles, en fait. Mhm. C'est-à-dire que, en fait, vu que c'est un jeu qui est nouveau, on n'a pas ce background comme dans le foot ou dans le basketball, où tu as 50, 100 ans d'expérience sportive, où les mecs ont théorie craft dès le début, pour que tout le monde, on va dire, ait une sorte de connaissance commune, des bases communes sur le jeu. C'est-à-dire que par exemple, il suffit qu'un joueur se fasse coach par deux coachs différents qui viennent de deux régions différentes, ok, pour n'avoir absolument aucune connaissance commune sur le jeu. Et en fait, ça, c'est un gros problème parce que euh, du coup, en fait, c'est comme si on parlait plusieurs langues dans League of Legends. C'est-à-dire que quand tu regroupes tes joueurs au début de ton split, tu peux avoir 5 joueurs qui ne parlent pas le League of Legends de la même manière. Et donc, en fait, du coup, tu as cette sensation aussi d'apprendre des nouvelles choses ou de voir des nouvelles visions de jeu, alors que c'est de temps en temps, honnêtement, pas forcément nécessaire. Et un des trucs qui est le plus important en tant que coach, on en parlera sûrement après, c'est Mhm. vraiment en fait d'avoir ses propres process de jeu, sa propre structure, et de réussir à trouver des compromis entre ta structure à toi et celle des joueurs. Et aujourd'hui, du coup, tu dirais que tu parles quelle langue de League of Legends? Dans le sens, quel est l'axe par lequel tu vois le jeu que tu essayes d'enseigner le plus à tes joueurs? Alors, en termes d'axe unique, je dirais que c'est compliqué à répondre parce Oui. que il y a énormément de sujets différents. Mais on a eu une discussion comme ça assez sympa avec Malo. Donc je vais parler beaucoup de Malo parce que c'est vrai que j'ai oublié d'expliquer ça, mais en fait je travaille avec Malo depuis 3 ans et demi, c'est mon coach duo. Et bon, pour des raisons assez évidentes, je pense qu'on n'arrêtera jamais de travailler ensemble. Euh,
Et on parlait de ça avec Malo, il me disait, Nico, tu te rends pas compte à quel point tu nous as matrixé, moi et les anciens joueurs qu'on a eus, etc. On se met tous à utiliser tes mots et les mots que tu utilises pour définir le jeu parce que t'es bon à simplifier le jeu. Et il me dit, genre, t'as inventé ta langue du jeu, en fait. Et en fait, comment dire, ça passe principalement par la pédagogie, c'est-à-dire que c'est même pas volontaire. C'est-à-dire en essayant de trouver un lexique commun, en faisant des métaphores pour simplifier le jeu. Il y avait eu un moment sur Twitter, on s'était foutu de ma gueule avec un schéma sur les win conditions là, avec Mephisto et compagnie. Bah, typiquement, tu vois, Ouais. ça, c'est un truc qui est si simple à garder en tête, qui marche tout le temps, et ben, c'est la définition d'un concept. Mhm. Ok. Et toi, du coup, Eros, t'as quelque chose à peu près similaire? Est-ce que la manière dont il dit qu'il y a plusieurs langues qui est parlée pour le même jeu, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens également? Ouais, je suis d'accord avec ça. Après, moi, je pense pas que ce soit forcément le coach qui amène sa vision des choses. En tout cas, moi, de mon expérience, après, c'est peut-être parce que bah, j'avais peu d'expérience dans mes premiers projets. J'ai pas mal appris des joueurs, de comment eux, ils voyaient le jeu. Et plutôt que d'apporter forcément ma vision des choses, bah, forcément, j'avais mon avis. J'essaie vraiment de faire fonctionner les visions des différents joueurs. Déjà, voir laquelle me semble la plus efficace. Et j'ai pas mal enrichi en fait ma vision du jeu via les joueurs que j'ai eus. Et c'est pas forcément par la façon dont ils voient le jeu, c'est aussi par leurs compétences. Parce que bah, il y a des joueurs qui vont être excellents pour trouver des flanks ou jouer un tank, qui vont être très bons sur des KN Sion. T'en as, ils vont pas du tout être bons là-dessus, mais ils vont être très bons pour split push. Et du coup, bah, en tant que coach, ta vision du jeu, elle va changer, je pense, assez radicalement selon les joueurs que tu as. Bah moi, j'ai eu pendant 2 années au niveau de la Div 2 JDG sur le top, qui est un excellent joueur de tank, qui trouve des bons flancs à Ken. Par contre, c'est pas un joueur de speed push du tout. Donc c'est vrai que moi, ma vision du jeu, elle s'est construite un peu autour de ça. Et bah, peut-être à tort, maintenant, je vais voir le jeu à travers le team fight, à travers la science du positionnement, être premier sur les objectifs, plutôt que de le voir à travers un 3-1, par exemple. Euh, donc je pense que l'école de League of Legends, c'est pas que le coach qui l'amène aussi, ça vient aussi des compétences qu'a joué tes joueurs. Alors, si tu as envie d'apprendre ton équipe à jouer du 1-3, mais que tes joueurs sont des quiches sur les sideliners, ils peuvent apprendre, mais c'est dur de construire ton équipe autour de ça, je trouve. En tout cas, en début d'année, moi vraiment, je me dis, sur un premier split, par exemple, tu es obligé de d'abord renforcer là où tu es fort, et ensuite tu peux construire des nouveaux axes et avoir une identité qui se développe en fait. Ouais. Donc ouais, moi je le vois vraiment comme un échange entre le coach et les joueurs et ensuite on essaie de construire un projet commun avec les forces de chacun et notre vision du jeu à chacun. Est-ce que tu dirais que, du coup, vu que c'est le seul pseudo que tu as donné, mais est-ce que c'est JDG qui t'a apporté le plus, qui t'a marqué le plus dans ton rôle de coach, ou est-ce que tu as un autre joueur qui ressort particulièrement dans l'apprentissage? Je te poserai la même question, Nico, Ah, donc tu peux déjà y réfléchir. je pense que j'ai plusieurs joueurs. Il y a JDG parce que je l'ai eu pendant 2 ans, donc forcément j'ai eu l'expérience. Et puis bon, maintenant j'ai Kreis qui est très bon sur les champions que jouait JDG, qui est peut-être un peu plus, qui a un peu plus d'options. Bah, c'est un niveau qui est au-dessus. Après j'ai eu Venurem sur la première année qui m'avait beaucoup appris. Je pense que Venurem il avait une vision du jeu qui était disons qu'il avait des idées très fortes. Et donc, moi, ça m'avait aidé il me confrontait beaucoup, en fait. Et donc, ouais, ça m'a forcé à progresser et à comprendre ouais, certains axes de jeu que j'avais pas forcément encore dans, dans mon glossaire de stratégie de League of Legends. Et sinon, il y a Roison, que mon millénaire de l'année dernière, Ah pareil, oui. qui lui, alors, c'était un joueur qui était très match control, mais surtout qui avait une compréhension macro très développée pour la Div 2, parce que c'était un joueur de RL de base. Et moi, j'ai vraiment beaucoup appris de sa part. Et je dirais notamment sur l'importance, on va dire, de mettre en avant les compétences de ses propres joueurs. Si on a une équipe qui est très forte pour jouer un peu le scaling et teamfight, on n'est pas forcément obligé de stomp l'early game. On peut juste travailler sur comment j'ai un early game qui est juste stable, qui fonctionne, pour qu'ensuite je gagne le late game. Et avec Easy Dream l'année dernière, par exemple, au début d'année, on était tout le temps 5 à gold derrière. Et on gagnait les games quand même parce qu'on montait. Et du coup, vraiment, notre travail, ça a été bah, comment on fait pour être juste à 0 gold even. Et même au cours de l'année, comment on passe à 1500 gold d'avance et ensuite on stomp les fights. Et on a travaillé comme ça toute l'année. Et c'était grandement lié au fait d'avoir Roison en fait, qui m'a fait comprendre l'importance de travailler avec ses forces
et pas forcément d'essayer de forcer une identité qui est pas la tienne. Et ensuite, on travaille notre identité une fois qu'on est assez fort pour gagner sa ligue, quoi. Ok, ouais, ça, c'est un très bon exemple avec Croison, vu que pour ceux qui ont vu Easy Dream l'année dernière, et l'identité était tout de même très très claire. Les démarrages double l'air de la DS abatteur, Ouais. on a connu un tout petit peu. Nico, toi de ton côté, est-ce que tu as un ou plusieurs joueurs qui te viennent en tête de la même manière? Hmm, moi, je dirais bon, les deux premiers joueurs qui m'ont marqué vraiment sur League of Legends, où je me suis rendu compte mine de rien, de l'importance des mécaniques et du gap individuel qu'il pouvait y Ok, avoir dans une game, c'était Adam et Nucléar. j'en étais sûr. Quand t'as commencé, Genre, j'en étais sûr. Euh, en fait, ouais. j'avais une vision du jeu qui était très basée sur. De base, j'avais une vision du jeu qui était un peu celle que j'ai maintenant, en fait. C'est-à-dire que de base, j'avais cette vision du jeu où je me disais, ok, une très bonne équipe va toujours pouvoir l'emporter sur les individualités dans League of Legends, tu vois. Mhm. C'est-à-dire qu'une des raisons pour laquelle j'ai préféré League of Legends à du CSGO, par exemple, c'est que sur CS, bah, tu prends un Zio, il peut faire un V5 et t'as plus envie de jouer, quoi. J'étais en mode, ça m'intéresse pas, parce qu'en tant que coach, j'avais l'impression que ma valeur descendait, tu vois. Du coup, je suis en mode, moi j'ai de l'ego, je veux être, je veux être utile. Donc je me disais, je vais me mettre sur League of Legends, c'est bien League of Legends. Bref. Et en fait, je me suis rendu compte que compétitivement, un Adam, en gros, à partir du moment où je lui ai appris à lane, je lui ai appris à ward, je lui ai appris à TP, je lui ai donné deux champions à travailler, et le mec était capable de te sortir 3-4 solo kills par game contre les meilleurs tops de RL alors qu'il était en Division 2. J'étais en mode, bon, Il y a un problème dans la matrice. genre, c'est pas drôle en fait. Et en fait, le truc, c'est que vu que c'était mon premier joueur, j'avais pas de référentiel de ce que c'était Mhm. les autres tops. Donc j'étais juste en mode, bah, les autres tops sont nuls. Genre, ma conclusion, c'était les autres tops sont nuls. Pareil pour Nuclear, quand il te sortait des games en scrim 20 kills sur le blanc, machin. Pareil, 3-4 solo kills alors qu'il criait ou qu'il crachait en appuyant sur son ultimate pendant qu'il jouait Coco Mid. J'étais en mode. Enfin, c'était mon référentiel, tu vois. Et en fait, c'est quand j'ai changé d'équipe que je me suis rendu compte du gap, mais monumental, qu'il y avait en fait entre certains joueurs individuellement. C'est-à-dire que quand Adam nous disait mécaniquement je suis confiant, genre au bout de 2 mois en division de mécaniquement je suis confiant. Les seuls top laners qui me font peur en LEC c'est Wunder, Broken Blade et Odo. Euh, on était en mode oui c'est ça frérot, allez vas-y juste déjà joue en RL. Et un an après il les a tous tués en effet sauf Odo quoi. Mhm. Euh, Ensuite moi le deuxième joueur qui m'a vraiment marqué ça a été Texet. euh, par sa personnalité. Parce qu'en fait, ça a été un joueur qui était super introverti de base et qui me faisait honnêtement premier degré vraiment flipper. Dans le sens où en fait, c'était quelqu'un qui était super dur à reach. C'est-à-dire que tu pouvais lui donner tous les feedbacks que tu voulais et il faisait Hmm, ok, hmm, Ouais, tu savais pas si c'était ok. reçu Et exactement. c'était impossible de savoir Ouais. s'il avait compris, s'il avait aimé, s'il te trouvait débile, parce que c'est un mec qui est super intelligent, donc du coup il avait des idées qui étaient préconçues par rapport au jeu, etc. Ouais. Et donc du coup j'étais allé voir Malo qui s'entendait super bien avec lui, je disais Malo il faut vraiment que tu fasses un truc, je galère, j'arrive pas à avoir de feedback. Et en fait je me suis rendu compte que dans mon approche du coaching euh, j'étais trop dans le partage de la théorie et pas assez dans la pédagogie pour être sûr qu'il y ait une réceptivité par rapport à la théorie que j'avance. En fait, j'incluais, Ouais, ça passe. ouais, ça T'inquiète, passe. on a compris. J'incluais pas assez le joueur dans son apprentissage par rapport à ce que tu fais, par exemple, quand tu as Mm. un bon prof, où tu vas le faire poser des questions, où tu vas le faire interagir, tu vas le faire réfléchir à voix sur le sujet. Moi, j'étais vraiment en mode, je suis un dictionnaire, je te donne mes concepts, je te donne la manière de voir le jeu, c'est comme ça que je fonctionne, fais pareil. Et en fait, du coup, ça m'a fait changer ma manière de d'approcher mon coaching. Et juste après ça, en fait, il était super réceptif. On a connecté direct. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il aimait bien parler. Et donc, ça a totalement changé ma manière de voir les choses aussi sur ça. Et du coup, globalement, on va dire,
pour aller un peu plus large sur le sujet que tu viens de développer, dans la relation du coup avec les joueurs, c'est tout de même un point qui semble crucial, voire même l'un des points les plus importants que vous pouvez avoir en tant que coach. Comment vous faites? Est-ce que vous avez des méthodes particulières ou genre des points sur lesquels vous allez réussir à avancer pour pouvoir connecter justement mieux avec les joueurs et réussir à rentrer en relation avec eux? Alors, moi, je dirais, là, pour répondre un peu à ça et rebondir un peu sur ce que disait Nico, Mhm. c'est que, déjà, il y a beaucoup de coachs qui se placent comme des professeurs. Au début, je pense que c'est un peu un réflexe qu'on a parce qu'on s'imagine le coaching comme, bah, on est les coachs, on est là pour apprendre aux joueurs. Et vraiment, plus j'ai avancé là dans mon début de carrière, plus je me rends compte qu'en fait, les joueurs, surtout quand tu montes à niveau RL, ils n'ont pas besoin qu'on leur apprenne le jeu, ils connaissent le jeu en fait. Et ce dont ils ont besoin en fait, c'est qu'on leur donne des directives, euh, qu'on les aide à progresser. Mais en fait, ils pourraient progresser d'eux-mêmes. C'est juste que bah, eux, ils sont concentrés sur le jeu et ils savent pas se donner des objectifs, des limites. Là, Nico, parlait de feedback. Bah, un joueur va pas réussir à avoir le recul pour se faire du feedback à lui-même, sinon les coachs serviraient à rien. En fait, en tant que coach, t'es pas tant un professeur qu'un facilitateur. Moi, je dis toujours quand on me demande ce que c'est mon taf, en fait, je dis que je suis un facilitateur. Je vais aider le joueur à progresser. Par contre, hormis peut-être si tu as un rookie et que tu lui apprends des bases du jeu, moi j'ai ce cas dans mon équipe, j'ai ce cas, je ne lui apprends pas le jeu. Par contre, quand il fuck sa tempo et qu'il prend une pet qu'il faut pas, il le sait, mais il a besoin que je lui répète pendant peut-être 3 games et qu'après ils disent ah ouais, là c'est mauvais. Et en fait, pour faire comprendre aux joueurs pourquoi quelque chose est mauvais, il faut pas juste leur dire, en théorie, bah ouais, là, si tu prends ta plaque, regarde, tu peux mourir. C'est juste montrer tout l'impact que ça a, en fait, de façon assez pédagogique, dire, ah là, regarde, si tu prends ton reset 30 secondes avant, tu as pris ton reset en même temps que ton jungle sup. Ça fait que ton jungle sup, ils sont pas obligés de delay leur tempo, ils peuvent back en même temps, parce que si tu restes, ils doivent rester pour te cover. S'ils doivent rester pour te cover, du coup, ils sont late sur les wards du support. Du coup, c'est l'adversaire qui prend la vision en premier. En fait, il faut réussir un peu de fil en aiguille à montrer les choses aux joueurs, mais sans leur dire juste, c'est comme ça, point, en fait. Genre, vraiment, le pire, c'est de dire, bah, le jeu, c'est comme ça, c'est une théorie. Là, il faut que tu back. Parce qu'en fait, les joueurs, en général, en tout cas, moi, j'ai pas eu de joueur qui était très réceptif à ça, il y en a peut-être, mais en général, c'est vraiment quelque chose, il faut que ça soit tangible en fait. Et là, je sais que c'est une discussion que j'ai pas mal avec Hansen, qui est mon head coach, c'est qu'on a des focus en fait d'équipe à chaque scrim, et il y a des moments, on va peut-être avoir un peu trop de sujets, mais je lui dis, il faut que ça soit tangible. En fait, il faut que les joueurs, ils puissent pointer du doigt le sujet à la review, c'est dire, ah ouais, mais ça c'est évident que je travaille là-dessus en fait. Il faut pas que ce soit quelque chose de trop générique. Mhm. Ok. Avoir du coup des points de focus précis sur lesquels chaque joueur va pouvoir travailler pour pouvoir améliorer l'équipe dans son ensemble. Mais là du coup quand tu parles, ça envoie une vague où du coup chaque joueur peut travailler un peu plus individuellement. Est-ce que vous avez du coup des méthodologies pour travailler en équipe ou alors c'est juste réussir à améliorer le rôle de chacun des individus va augmenter le niveau global de l'équipe? Je te laisse répondre, Nico. Hmm. Alors moi déjà, je voulais rebondir juste avant parce que je Ok, suis vas-y. pas Et d'accord avec pour le le coup, fait que... juste, Ouais, je vas-y, te coupe juste avant, j'écoute. mais si à un moment vous voulez réagir à ce que l'autre personne dit, Ouais, n'hésitez pas à me couper la parole. Moi, je suis juste là ça pour marche. pouvoir vous relancer. Si vous me coupez la parole, moi, ça me fait plaisir. Comme ça, c'est à vous la parole. Ça marche. Du coup, moi, je suis pas d'accord avec le statement de Erost sur le fait que les joueurs connaissent le jeu. S'il y a bien un truc, et à ma plus grande déception, parce qu'honnêtement, je pensais sincèrement qu'il y avait des bonnes connaissances de jeu en Europe, jusqu'en niveau LEC. S'il y a bien un truc que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, la grande majorité des joueurs croient connaître le jeu. Et en fait, c'est bon, ça va paraître un peu prétentieux, mais c'est pas l'objectif. En fait, le souci, c'est que en Europe, le rôle croit, croit connaître, Oui. pardon, Draco. Et Euh, je l'avais noté aussi, mais vas-y. le rôle, c'est à cause de Noah ça. Le rôle où il y a le plus grand manque de compétences, en fait, c'est pas top, c'est pas support, c'est coach. Et je suis convaincu qu'en fait, il y a une grande majorité de joueurs de RL, voire LEC, qui n'ont pas été coachés correctement vis-à-vis du jeu en termes de mise en place de concepts depuis, depuis le début de League of Legends, donc il y a 8-9 ans.
Par exemple, j'ai eu Casing, euh, Mhm. qui est Casing. Tout le monde en RL connaît Casing. J'ai dû lui apprendre des choses que j'apprenais à Tech7 il y a 2 ans. Et actuellement, en Europe, il n'y a pas, en ERL, il n'y a pas un support plus expérimenté que Casing. Et en fait, pour moi, c'est assez représentatif d'un autre concept qu'on a observé avec Malo. C'est ce qu'on appelle la courbe de désapprentissage, où en fait, en gros, quand un joueur quitte l'environnement dans lequel il évolue et dans lequel il a acquis du knowledge, il perd ce knowledge. Alors, est-ce que c'est parce que le knowledge n'a pas été appris correctement, ou est-ce que c'est parce que il oublie? Je sais pas, ça on n'a pas encore trouvé. Mais il n'empêche qu'à chaque fois que des équipes se... Sinon, ça serait trop simple. À chaque fois, tu prends des joueurs plus expérimentés, ils sont censés avoir les plus grandes connaissances que les autres, et tu construis ton roster autour de ça. À partir du moment où ils cliquent plus ou moins autant que des rookies, tu es censé avoir la plus grande base de knowledge dès le début de ta saison. Et donc, du coup, si on suit cette théorie, que les joueurs connaissent le jeu, tous les joueurs devraient réussir à avoir cette base commune qui leur permettrait de jouer au jeu rapidement ensemble. Sauf qu'en fait, bah, dans ce cas-là, comment t'expliques que à chaque fois que tu crées une équipe, t'as tes joueurs qui, dans les premiers scrims, respectent pas le surnombre et se retrouvent à se faire catch au scuttle sans mid prio, sans bot prio, en tant que jungle par exemple. Bah, il n'y a aucune explication plausible. C'est juste qu'en fait, les joueurs ont, comment dire, ont cette discipline de jeu et ces connaissances de jeu qui sont soit passives, soit actives, mais qui vont, de mon point de vue, s'entretient dans l'environnement dans lequel ils évoluent. Je sais pas si c'est clair. Mhm. Mhm. C'est-à-dire Moi, qu'en je... gros, pardon, je finis juste. En Mhm. gros, du coup, et ça j'en parlais avec Mac, qui me disait que pour lui, il pensait que le plus important, c'était en fait de construire des règles de jeu et des process de jeu qui sont justement intrinsèques à toi en tant que coach, qui ne vont jamais changer, pour que, en fait, quels que soient les rosters que tu vas rejoindre et les joueurs que tu vas coacher, tu véhicules, on va dire, un peu la même parole, que ce soit la même église que les joueurs rejoignent quand ils rejoignent ton équipe. Et en fait, ça permet d'avoir des process de jeu qui sont par exemple la prise de la vision. Moi, par exemple, enfin, je vais prendre les miens par exemple. Moi, j'ai l'outnumber, donc le surnombre. J'ai ne jamais faire de 1-3-1 parce que je considère que c'est du terrorisme de faire du 1-3-1 en RL. J'ai toujours joué mid jungle support ensemble, quoi qu'il arrive sur la carte, parce que c'est plus simple de mon point de vue. Bon, vas-y, je vais m'arrêter à ces trois-là. Ok. Ben, ces trois concepts-là, quelles que soient mes équipes, et quels que soient les joueurs que j'ai, alors c'est des trucs super simples hein, quand je vous l'ai dit là, c'est-à-dire que Zérotique en solo queue, en diamant pourrait les appliquer s'ils le souhaitent. Euh, ben, en fait, c'est des concepts que même mes joueurs les plus expérimentés que j'ai eus sont pas capables de respecter jour 1 par manque même d'awareness simplement sur la map Et de rigueur. et de rigueur. Et justement, tu vois, là, ce que tu expliques, bah, je trouve pas du tout que ça soit incompatible avec ce que j'ai dit. Parce que comme tu le dis, en fait, ils ont sûrement, tu le dis, ils ne respectent pas les concepts. Je dis pas qu'ils ne les connaissent pas, tu vois. Et moi, je pense que, comme tu le dis, une solution en diamant, tu peux connaître les concepts. L'important, c'est de les faire appliquer et de les rappeler. Moi, je me souviens d'une interview de Joe quand il était en LEC, ça m'avait marqué. Et je crois que c'était Joe qui disait si tous les 3-4 scrims, je rappelle pas qu'il faut acheter des pinks à out of base à 15 minutes, les joueurs ils arrêtent d'acheter des pinks. Et tu vois, tu ne vas pas me dire que les joueurs ne savent pas qu'il faut acheter des pinks, tu vois. Par contre, ils vont soit avoir oublié, soit se dire bah en vrai, est-ce que c'est si bien que ça, mon coach me le rappelle pas, whatever. Ça peut être de l'awareness. Du coup, je pense que la connaissance, elle est là pour beaucoup de joueurs, tu vois. Mais que il n'y a pas la rigueur, il n'y a pas le focus sur ces points-là. Et là où je dis qu'il ne faut pas se concentrer sur juste apprendre le jeu, c'est plus que en fait, si juste tu te dis, bah, je vais leur apprendre, regardez, le surnombre, ça m'apporte ça. Faire un 3-1, il y a ça qui est pas bien. En fait, ça ne veut pas dire que le joueur va l'appliquer. Et je pense qu'en tant que coach, notre travail principal, plus que d'apprendre le concept, c'est de comprendre comment mon équipe, elle va l'intégrer, tu vois. Ah, ça, Et, je et suis c'est... d'accord avec toi. Mais et- pour moi, en fait, c'est juste qu'on n'a pas la même définition de connaissance et d'apprentissage sur ça, Mhm. pardon. Parce que Peut-être tu bien. vois, quand tu dis, euh,
les pinks, par exemple, les joueurs oublient ou comprennent pas l'intérêt donc ils achètent plus, ben pour moi, du coup, ils ont pas appris. C'est-à-dire qu'ils connaissent pas, du coup. S'ils comprennent pas l'intérêt de la pink et qu'ils font juste ça de manière automatique, pour moi, c'est-à-dire qu'ils connaissent pas, c'est qu'ils ont pas appris. Pas Et forcément, ça peut être une question de rigueur aussi. Je pense que tu sous-estimes à quel point les joueurs peuvent être, genre manquer de rigueur. Tu vois. Quand le joueur, il grite à tempo pour taper la plate, euh, est-ce que, alors, on pourrait argumenter que, ouais, en fait, c'est juste qu'il comprend pas la tempo et ce que ça applique. Mais moi, en tout cas, d'expérience, après, ça peut dépendre des joueurs. Mais moi, j'ai des joueurs dans mon équipe, la LDLC. Par moi, ils vont faire cette erreur-là. Et je sais très bien, parce que j'ai discuté avec eux, je fais des reviews avec eux, ils ont apporté des points eux-mêmes, qu'ils savent l'impact que ça peut avoir. La réalité, c'est que dans la game, les 175 gold, ça fait plaisir. Et c'est purement de la rigueur là-dessus, tu vois. Après, peut-être que ça dépend pour des moi, tu concepts de vois, jeu. c'est une question de perfectionnement de la connaissance. Parce que si Mhm. un joueur me dit, je sais que la play c'est du grid et qu'il y va quand même, bah, c'est qu'il sait pas que la play c'est du grid, sinon il y serait pas allé. Bah, si tu sais que un McFlurry au McDo, c'est super mauvais pour ta santé, et Ouais, genre, on le sait, ça va pas t'empêcher de le prendre. bah t'es un connard. Non, non, Qu'est-ce mais, que non, mais je en dis. vrai, moi, je trouve ça très similaire. Et après, tu vois, il y en a, ils vont avoir une rigueur personnelle de se dire, bah, je vais pas aller me prendre le McFlurry, tu vois, il y a trop de trucs cancérigènes Ouais, dedans. mais pour moi, c'est, tu vois, pour moi, ça, c'est du déni de connaissance. Mais pour revenir sur la plate, est-ce que l'apport que vous pourriez avoir en tant que coach serait pas plutôt de dire si tu prends pas ces 175 gold, quand tu reviens à 45 secondes de plus tard sur la carte, tu vas réussir à avoir la full wave, et full wave c'est au final 180 gold, mais de l'XP également. Et c'est Mais le c'est ré... clairement ça qui est fait, c'est-à-dire Oui, que dans mais c'est ça. l'apprentissage, le seul moyen pour moi, et c'est pour ça que je n'étais pas aussi d'accord quand tu disais qu'on n'était pas des profs, euh, pour moi, 90% de mon travail actuellement, c'est de faire le prof. C'est-à-dire que ce soit en DM avec les joueurs ou dans mes reviews ou quoi que ce soit, je dois leur, comme un très bon prof, hein, c'est comme ça que je me visualise, je dois leur montrer l'évolution du chemin de la pensée qui permet de comprendre le problème, d'analyser le problème, d'être aware du problème, et ensuite de leur donner une situation, une solution donnée en leur expliquant, en leur faisant eux-mêmes comprendre pourquoi cette solution, voire la trouver eux-mêmes d'ailleurs, pourquoi cette solution est la meilleure pour le problème donné. C'est-à-dire que par exemple, c'est n'importe quoi, je prends l'exemple du 1-3-1, je leur dis, ok, les gars, moi, je suis coach de League of Legends, j'aime pas le 1-3-1. Est-ce que vous pourriez me donner des idées de pourquoi je pourrais ne pas aimer le 1-3-1? Donc il y en a forcément dans mon équipe qui vont dire mais non, le 1-3-1 c'est bien, genre chez Colade l'année dernière, si je pouvais, genre j'ai eu, ça c'est pas l'anecdote, j'ai rêvé à quel point ça m'a impacté. J'ai rêvé que je forçais chez Colade à écrire sur les murs de sa chambre Stop 1-3-1 en boucle jusqu'à qu'il arrête de le faire, à tellement Envoyer ça m'a SMS traumatisé. stop 131. Parce que pour moi, le 1-3-1, c'est un concept de perfectionnement dans League of Legends qui est, c'est un peu l'art ultime en termes de perfectionnisme de macro sur League of Legends. Sauf que je considère qu'actuellement, qu'il n'y a aucune équipe en Europe, je ne vais pas me présenter sur le monde, on va dire en Europe, qui a la rigueur et les capacités mécaniques d'appliquer ce truc-là. Bref. Du coup, si je vais voir mes joueurs et que je leur dis, ok, moi j'aime pas le 1-3-1, donnez-moi des raisons pour lesquelles je pourrais ne pas aimer le 1-3-1. Ben, en fait, je vais ouvrir le truc à la réflexion. Ils vont commencer à essayer de réfléchir aux quels sont les problèmes qu'il peut y avoir sur la map, quels sont les problèmes de synergie qu'on peut avoir, quels sont les problèmes de gestion de pression, quels sont les problèmes de création de dilemmes, etc. Et comment dire? Ben, en fait, c'est eux-mêmes qui vont apporter les réponses aux problèmes. Et moi, je vais simplement guider leur réflexion et guider leur pensée vers cette solution-là. Et en fait, pour moi, c'est ça un travail de prof. C'est je m'inspire beaucoup pour le coup de ma prof d'histoire, par exemple, que j'ai eu en première ou en terminale, je sais plus terminale, qui était une astrocraque qui avait fait normal sup et tout machin. Quand tu prends, par exemple, avec Malo, on s'intéresse beaucoup bah, l'apprentissage de la pédagogie de manière générale. Il y a des super conférences, des super livres sur ça. Ce qui est qualifié actuellement d'un bon prof, c'est quelqu'un qui est capable d'apporter de la théorie en guidant ses élèves vers la réponse. C'est-à-dire que tu apportes la théorie en guidant les personnes qui t'écoutent vers la réponse. Et pour moi, c'est ce que je fais quotidiennement depuis 3 ans et demi. Ah, tu vois, en fait, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que je pense que là où on n'est pas d'accord, en fait, je pense qu'on est d'accord et que juste c'est une question de vocabulaire. Et parce que moi, en fait, un prof,
Alors moi, j'ai fait des études scientifiques, donc très cartésiennes, mathématiques, physique et tout. Et moi, dans mon expérience scolaire, j'ai principalement eu des profs qui sont là pour t'apporter de la connaissance brute, c'est la formule, c'est ça. Et du coup, tu vois, moi, je me suis toujours qualifié, je ne voulais pas être sur League of Legends, je ne veux pas être ce prof qui te dit la formule, c'est ça, tu vois. Il faut justement, comme tu l'as apporté, que tu aies une compréhension du joueur, que la solution, elle vienne peut-être de lui-même, hein, juste c'est des méthodes pédagogiques qui vont inclure en fait le joueur dans le process d'apprentissage. Et c'est pour ça que moi, je dis, et ça, du coup, c'est lié à mon expérience, tu vois. Je n'aime pas le terme professeur, je préfère, tu vois, m'éloigner de ça parce que je ne veux pas que, en tout cas pour certains joueurs, même pour eux, dans leur expérience scolaire, c'est associé à, ouais, c'est ce mec-là qui voulait que j'apprenne par cœur mon théorème de maths, tu vois. Et moi, je ne trouve pas que ce soit suffisant de juste apprendre le théorème de maths, il faut aussi le comprendre derrière pour l'appliquer. Donc, en fait, je pense que dans le fond, on a plutôt la même idée et que c'est surtout Ouais. une question de vocabulaire Bah tu vois, ça, là-dessus. Zerotic, c'est un très bon exemple de ce qui se passe dans chaque équipe au début du split de League of Legends parmi les joueurs. Et pourquoi tu crées un T'as- lexique? Tu dois créer un lexique parce que tu as tous tes joueurs qui ont des vocabulaires différents sur tous les mots différents et que du coup, il y a des conflits qui s'installent juste à cause de gens qui disent on n'est pas d'accord, c'est pas ça la tempo, c'est pas ça machin, et que du coup, les joueurs, au lieu de, vu que c'est des joueurs de League of Legends, au lieu de s'asseoir et de dire ok frérot, explique-moi quelle est ta définition, ben en fait, ils essaient de défendre leur point. Et Hmm. typiquement, pour l'anecdote, l'année dernière, on s'est pris la tête pendant 2 heures avec Camillus, donc il y avait. C'était quoi? C'était moi, Chocolat et Mélonique contre Camillus, où Camillus nous disait, mais là, on doit faire du 1-3-1 sur la map. Et mais on lui disait, mais c'est quoi le. Enfin, on le criait dessus, on disait, mais c'est pas possible, tu t'as raconté n'importe quoi et tout. Puis il nous fait, mais si, là, on doit faire du 1-3-1. On lui dit, ok, vas-y, explique-nous c'est quoi le 1-3-1. Il fait, bah, on met un mec top et 4 mecs mid. Bah non. Ouais, bon Et on là, dit, mais il ça pousse quand frérot, même. on lui dit, ça frérot, c'est du 1-4. Et il y a eu un silence. Et il a dit, non, mais parce que, en fait, pour aller au 1-4, à un moment, tu vas être 1-3-1. Et t'es en mode, oui, mais pour nous, le 1-3-1, c'est le stade final du truc. C'est pas le process pour arriver au 1-4. Et t'es là, bah désolé, les gars, ça fait 2 heures, on s'embrouille pour rien, du coup. T'es là, Ah, vas-y. on a eu un truc récemment, c'est la semaine dernière, en fait, où on discutait de language. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on parlait moi, il y a un moment où je parlais avec Zoïs et Yescla, et on disait, bon, là dans cette comp-là, on a besoin d'engage. Puis du coup, je dis, ouais, mais là, les engages qui sont dispo à ce moment-là, c'est tel champion, tel champion, tel champion, il n'y en avait pas forcément beaucoup. Donc je dis, du coup, si on veut être comp-là, on est toujours assez limité. Donc si les adversaires, ils bannent bien, on est fuck. Alors en fait, du coup, je leur ai demandé de m'expliquer, mais vous entendez quoi par engage? Parce que, je sais pas, il y a un truc qui, je me disais, c'est bizarre. Et en fait, on s'est rendu compte que eux, quand ils disaient engage, ils parlaient d'initiation. Donc par exemple, ils vont considérer que Nocturne, quand ils disaient engage, ils vont considérer Nocturne. Parce que Nocturne va permettre d'initier des choses ou de bloquer Ouais, une engage au mid. ouais, Et c'est sûr. pour moi, Nocturne n'était pas un engage. Ouais, bah c'est marrant parce que tu vois, Euh, moi, du coup, j'ai la même vision de l'engage que. ouais, bah, en fait, moi, j'utilisais deux termes différents, initiation et Ouais, engage. Tu vois, pour moi, engage, c'est le brut Scion, genre, Nautilus, c'est tu bien vois. Léona Nautilus Q, genre. Nautilus. C'est le truc qui va. C'est ton En setup, en fait, c'est fait. le mec qui engage, c'est l'engager. Tu C'est vois, ton pour setup, moi, quoi. c'est ça. Là Ok. où initiation, par exemple, un Wukong, pour moi, ce n'est pas l'engage, c'est Ouais, c'est l'initiation. difficile. En gros, Hmm. toi, pour toi, l'engage, c'est un peu les genres accurate ici, je. Ouais, c'est ça. Alors, disons que, en fait, eux, ils voyaient l'engage comme une famille générale qui inclut initiation, setup et tout. Et moi, je différenciais des mots. Ouais. Et en général, je préfère avoir des mots plus précis. Et donc, en fait, mais tu te rends compte, on a fait un split où on n'a pas forcément eu besoin de la discussion. Mais si ça se trouve, vraiment, on parlait de sujet et on s'entendait pas. Et bah, ça semblait tellement évident à tout le monde, en fait. Et la semaine Ouais. dernière, on en a Ça, parlé et c'est on le s'est pire truc dit. pour faire des billets. Et en vrai, ça nous a. Là, dans nos préparations de draft, dans notre façon d'approcher les scrims, ça nous a aidé de fou de juste se dire, en fait, on avait, d'un point de vue vocabulaire, par moment, on s'entendait pas sur ce dont on avait besoin. Et donc, il y avait des joueurs, par exemple, Kryze, lui, il voyait Engage comme moi, et pas l'initiation. Donc, en fait, par moment, quand là, il nous faut de l'Engage, ou, tu vois, il allait vraiment voir, bah, du coup, il faut que je joue Sion, point, tu vois. Alors que ça pouvait être des choses beaucoup plus soft. Ça pouvait être aller jouer un Gnar avec un Wukong, c'est un champion d'initiation avec un Gnar qui follow-up. En fait, c'était ce qui convenait à la botlane. Et voilà, en fait, c'était vraiment Ouais. une construction. Là, le vocabulaire, c'est ultra important et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en rendent pas compte. Bah, et puis, bon, moi, par exemple, je m'en rendais compte sur des concepts, mais même pas.
Ouais, ça me semblait même pas être un concept, l'engage, en fait. Ça me semblait tellement Non, évident, c'est ouais, et ça. ça semblait pareil, évident aux joueurs. Mais ça, c'est surtout, hein. C'est-à-dire que, juste par exemple, tu dialogues sur ta phase de lane, sur n'importe quoi. Par exemple, genre, j'étais mort de rire, ça. C'était il y a une semaine, en bot lane, il y a un de mes joueurs qui dit, donc les deux sont en train de reset, et il y en a un qui dit à l'autre, ok, il faut que tu hold la wave. Et l'autre lui dit, ok. Donc il hold la wave, mais genre 2 secondes, quoi. Et il se met dans le bush et il reset. Et l'autre voit pas qu'il reset et les deux se retrouvent à la base. Et du coup, il y a genre 2 wavepods qui crashent alors que t'es censé la freeze. Et puis mon AD il fait à mon sup. Bah frérot, pourquoi t'as pas freeze? Il fait bah je sais pas, tu m'as dit de hold la wave. Bah je l'ai hold. Mais il m'a dit oui mais l'intérêt c'était de la freeze. Il était là. Bah qu'est-ce que j'en sais moi si l'intérêt c'était de la freeze. Et genre du coup, juste sur ce problème de vocabulaire et de ce qu'ils attendaient en fait du move et de pour eux quel était l'intérêt de hold la wave, bah il y avait une différence de compréhension. Du coup, on a mis pause la game, on a rigolé, ils se sont dit bon bah, la prochaine fois frère, si tu peux éviter de me faire perdre 2 waves de creep, c'est mieux, genre. Et voilà, parce qu'en fait, il y avait la confiance entre les deux, parce qu'en fait, en gros, on leur a donné une règle, parce que vu qu'ils sont rookies, ils ont forcément des idées que l'autre voit pas. On leur a donné une règle, on leur a dit, quel que soit ce que ton ADC ou ton sup te demande, tu le fais, tu poses pas de questions. Genre, on va juste on va construire notre confiance comme ça, juste faites aveuglement ce que l'autre veut de vous, et ensuite on fera des reviews sur ça, tu vois. Et pour éviter les débats de 20 ans dans la game où au final on trouve pas de solution parce qu'on n'a pas l'expérience pan. Et en fait, du coup, là, il y a une totale mécompréhension sur le vocabulaire, et ça a fait qu'en fait, comme quand quelqu'un pourrait te call d'engage ou d'initier, si je suis le vocabulaire de Teros, euh, si c'est toi l'initiateur ou toi le mec qui engage et qu'un mec dans ta team te dit engage, il te faut 1 seconde pour têter l'info, 1 seconde pour la réexécuter, et du coup, il y a peut-être un moment où tu perds la fenêtre, déjà pour y aller, mais c'est surtout que tu vas pas forcément voir le timing d'engage ou la manière d'engage de la même manière que le mec qui t'a dit d'engage. Du coup, par exemple, lui pensait que t'allais flash in sur le mid, et en fait, tu flash in sur le jungle, et du coup, il est en mode what the fuck? Et donc, lui, il va go sur le mid, et du coup, tu splits le focus, et ça ressemble plus à rien. Et donc, du coup, si tu vois, ça c'est pareil, c'est dans les process qu'on a et dans les règles qu'on a mis au sein de l'équipe. J'ai dit, c'est le mec qui a les outils qui fait ses bails. S'il voit pas les opportunités, tant pis, je lui montrerai moi après en review. Et mon intérêt, ça va être de leur dire de limiter leurs opportunités en disant, quelle que soit l'opportunité que vous voyez, vous y allez. Mais c'est en aucun cas, je veux qu'un autre mec dise, go 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 go, envoie ton sort, envoie ton sort. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à Ok. rien. Ouais, en tout cas, beaucoup de choses que vous disiez rejoignaient ce avec quoi on avait tout de même commencé, qui était que il y a plusieurs, pour le même jeu, il y a plusieurs langues. Il faut réussir à trouver la même langue. Là, vous avez donné des bons exemples. On a également parlé tout de même, le début de la longue discussion qu'on vient d'avoir était autour des différents concepts et de réussir à faire comprendre aux joueurs quels étaient les concepts. Il y a une question dans le chat sur laquelle je vais rebondir, je vais un peu tirer ma prochaine question, mais euh, genre les joueurs, on va dire, connaissent les concepts, mais vont travailler également beaucoup en pilote automatique. Comment réussir du coup à minimiser l'effet de ce pilote automatique qui est au bout d'un moment obligatoire pour tous les joueurs, pour tous les humains? T'entends quoi par pilote automatique? En gros, le moment où Le moment les... où la personne Vas-y. ne va plus réfléchir à 100% à quel va être son move. Parce que je Ok, pense que... genre le meilleur exemple, c'est genre dans la série genre Last Dance, quand t'as le mec qui Ah, j'ai pas s'entraîne la à faire ref. des paniers. Ah, t'as pas ref? Non. Bon, en Non gros, plus. je crois que c'est Michael Jordan. Ouais, c'est Michael Jordan Ouais. qui s'entraîne en boucle dans son truc de basket là, sur son Mhm. terrain de basket. Et il arrive au point où il tire juste des paniers mécaniquement des 3 mètres et qu'il les rentre tous un par un Ouais, et que c'est je, automatique quoi. je vois l'idée, mais en soi, le pilote automatique, moi, dans ma tête, c'est enfin la manière dont je joue League of Legends, c'est que tu te dis la meilleure manière c'est de réussir à toujours planifier ce que tu vas faire 30 secondes, 1 minute 30 après, réfléchir en 1, 2, 3 waves, et le pilote automatique c'est à partir du moment où tu vas pas réfléchir à ce que tu vas faire mais que tu vas juste utiliser les habitudes que tu as créées au cours des fois précédentes pour juste te dicter et te laisser aller par le flow et du coup être moins concentré, tu vois.
Ok, donc en gros, au moment où tu arrives dans l'acquis. Voilà. Ok. Mais est-ce que du coup, de ton côté, tu considères que le pilote automatique est un problème ou au final l'objectif? Parce que si un joueur ne Moi, je joue que par pense, acquis, ça se passe bien normalement. je pense qu'il y a deux phases. Je pense que tu as la phase pilote automatique qui est très nulle, que tu veux surtout pas avoir quand tu commences à coacher ton équipe. C'est cette phase où tu as tes joueurs qui sont en tunnel vision sur plein de trucs, qui sont pas aware de la situation, qui seront en pilote automatique, Mhm. mais sans concept commun, sans base de connaissances communes, sans bonne communication, etc. Donc ce premier pilote automatique, j'aurais tendance à dire que tu cherches à le désapprendre, voire même à faire en sorte que tes joueurs soient au courant qu'il existe pour qu'il n'existe plus. Ensuite, tu vas avoir, moi, nous, ce qu'on appelle avec Malo la phase d'apprentissage, où, bah, c'est simplement de l'apport de connaissances, comme ce qu'on a parlé juste avant. Mhm. Et ensuite, après cette phase d'apprentissage, à partir du moment où tu as construit ta connaissance, ta base de connaissances communes et que tout le monde est sur la même longueur d'onde, etc. Là, justement, comme tu dis, tu vas avoir tendance à vouloir à nouveau chercher ce flow, ce pilote automatique sur les connaissances que tu as, ben, tout simplement pouvoir en apprendre des nouvelles. Parce qu'à partir du moment où bah, n'importe quoi, imagine, tu as fait 20 games de Herald Move où tu te concentres sur l'Herald, comment exécuter l'Herald, comment prendre l'Herald, etc. Que tu as fait 30 reviews dessus, un div en équipe machin, ben, au bout d'un moment, le meilleur moyen de continuer de progresser, c'est que l'Herald, ce soit un truc automatique et que tes joueurs le fassent, qu'il n'y ait plus d'erreurs, ou alors une erreur sur 10 games et que tu puisses te concentrer sur, par exemple, comment setup tes drag, quoi. Par contre, ce qui est important, je pense, je suis d'accord avec le process que tu évoques. Là, c'est important de comprendre aussi que c'est pas parce que tu as acquis quelque chose de façon automatique, donc par exemple, tu parles du Herald qui aurait été assez practice et donc ça devient automatique. C'est comme les voitures, il faut toujours faire des révisions sur, Ouais. euh, sur là où on a eu des process automatiques parce qu'en fait, au bout d'un moment, il y a des erreurs. En fait, à force de le refaire encore et encore, comme tu dis, il va peut-être y avoir une erreur toutes les 10 games. Et peut-être que cette erreur-là, c'est fait une fois, si tu ne la reprends pas ou que tu ne fais pas des Ouais. rappels, en fait, elle va devenir une part en fait, Bah, c'est vrai que de l'automatisme. c'est le début de la gangrène, genre. Et, et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de... Ouais, moi, je considère que l'un de mes rôles très importants, et c'est peut-être parce que je suis assistant aussi, donc je suis plus concentré là-dessus, ça va être d'essayer d'identifier là où on fait des... Là où le pilotage automatique, il commence à être défectueux et faire des rappels. Et Ouais. je pense qu'en fait, une grosse partie du rôle de coach en général, c'est de faire des rappels sur des choses, des concepts qui ont peut-être été vus en début d'année, du vocabulaire. Là, tu parles du RAL, ça peut être aussi enfin, un truc très con, mais le fait d'ouvrir par le mid, tu vois, on ouvre tout le temps par le mid parce que c'est un peu le défaut. Ouais, on base support jungle, ouvrez par le mid. La réalité, c'est que faut pas ouvrir tout le temps par le mid. Il y a des fois où bah, faut ouvrir par la jungle, retake la vision, etc. Et si tu laisses, comment dire, devenir un automatisme de tout le temps être au mid, même quand c'est pas bon, bah, au bout d'un moment, ça va gangréner ton équipe et ça va être super dur parce que ouais, tu vas revenir dans une phase où il faut désapprendre. Et donc, c'est très important de réussir à identifier ce pilotage automatique et, euh, et Mhm. d'identifier les phases défectueuses, en fait. Ouais, je suis d'accord. Ok. Et c'est Euh, principalement ça notre job d'ailleurs en tant que coach, hein. C'est-à-dire que, enfin, principalement, la deuxième principe, on va dire que c'est principalement dans un second temps. En gros, c'est dès qu'il y a un des joueurs qui sort de la ligne, c'est lui mettre une claque sur la tête en lui disant: Eh oh, on a dit quoi il y a 3 semaines? Arrête. Et voilà, on fait ça en boucle tout le temps. D'ailleurs, tiens, en parlant de votre boulot principal en tant que coach, il y a tout de même un point sur lequel qu'on n'a pas abordé, mais est-ce que vous aurez du coup vous, une journée type ou en tout cas un petit exemple à donner sur la manière dont vous allez organiser votre journée pour permettre à vos joueurs de s'améliorer, donc que ce soit dans les rendez-vous individuels, comment allez-vous organiser les scrims, combien de temps ça prend, pour donner un peu en fait une idée à ceux qui sont complètement extérieurs à l'univers compétitif de LoL, de se dire, bah voilà, votre journée, elle s'articule comme ça. Tu laisses commencer, Nico? Vas-y. Alors, on va dire que si je prends une journée classique qui correspond à 5 de mes 7 jours de la semaine, 4 de mes 7 jours de la semaine, s'il y a les deux matchs aussi, j'avais les maths. 4 de mes 7 jours de la semaine,
Du coup, je commence faire 10h, 10h30 personnellement. Donc, où je vais faire un premier checking des votes que je vais review avec mes joueurs individuels, individuellement, pardon, après. Parce qu'en gros, j'ai des reviews individuelles avec deux de mes joueurs chaque jour. Donc, on fait deux reviews individuelles tous les 2 jours. Enfin, une review individuelle tous les 2 jours avec chacun des joueurs. Du coup, ça me fait 2, 2, 2, 2 et 2. Euh, qui sont en général de 11h à midi. Non, de 10h30 à 11h30 et genre de 11h30 à 12h30, quelque chose comme ça. Mhm. Où donc en fait je vais faire des reviews de 30 à 45 minutes avec le joueur. On va faire des reviews de soit de ses scrims, soit de ses matchs. Soit on prendra des previews de LPL ou de LCK ou quoi que ce soit machin. Donc on va review ensemble. On va en gros évoquer les points que je veux qu'il travaille sur tel ou tel champion sur le scrim qui arrive de l'après-midi. Ensuite, ben, moi je mange parce que manger c'est important quand même. Ensuite, en général, à 13h ou. Bon, en ce moment, c'est à 13h parce qu'en cas notre série, en gros, on a commencé une série qui s'appelle Last Chance University Basketball, qu'on regarde avec les joueurs parce qu'on avait des problèmes de choke. Donc, on regarde une série qui m'a été conseillée par Mac sur la gestion de la pression, performer dans des situations de difficulté, etc. pour les joueurs. Donc on regarde ça à 13h. Mais en fait, l'idée plus générale, c'est toujours de faire une sorte de meeting pré-scrim où tu vas soit parler des drafts, soit parler d'un move que tu veux appliquer en scrim, soit parler d'un mindset d'arriver dans la game, etc. Enfin, différents concepts, on va dire, que tu vas essayer de mettre en place avec ton équipe avant le scrim pour les faire rentrer dans le scrim, quoi, et qu'ils soient pas en train de dormir. Ensuite, on a le scrim à 15h. Donc là, en gros, le format de scrim qu'on a, c'est qu'on fait un format 4 ou 5 games. En ce moment, généralement 5, je suis plutôt content. Où on choisit en fonction du différents types de formats de review que je fais entre les games, que ce soit du 1v1 ou des reviews de team. Donc ça, on va toujours laisser 5 minutes de pause après les games de scrim. Et ensuite, on va faire des reviews qui vont pas dépasser 10 à 15 minutes parce que c'est trop long. Et voilà, donc on va faire ça jusqu'à genre 19h, 20h. Ensuite, vers 20h, je prends une pause parce que j'ai souvent le cerveau qui a fondu à ce moment-là. Euh, et l'objectif après ça, ça va être soit de regarder, je vais regarder en général des VODs de genre 21h30 à 22h30 par là, voire 23h vraiment s'il y a des BO de fou en Corée ou en LPL. Et puis ensuite, je chill. Mhm. Ok. Ton côté, Rust? Alors du coup, bon, moi j'arrive vers les locaux 9h30, 10h. En général, alors moi je suis plus à préparer du matin et regarder les games le soir. Donc on va dire la veille au soir, j'avais regardé les games. Bon, là récemment par exemple, j'avais beaucoup regardé la LPL, la LCK vient de reprendre, pour avoir des idées de ce sur quoi je veux axer les sessions qui viennent. Donc le lendemain matin, je vais review les games et plus en détail. Donc il y a vraiment la phase je découvre certaines games ou quoi, j'essaie d'en tirer des choses et le lendemain, je vais appliquer, prendre mes notes et tout. Alors, moi, ça dépend. Il n'y a pas tous les jours des sessions individuelles parce qu'avec mon head coach, du coup, on se partage les joueurs. Quand j'ai mes sessions, moi, j'aime bien les faire vers 11h30. Et en général, je fais des sessions de 30 minutes, 45 minutes max. Au début, je sais que j'avais essayé des sessions d'1 heure, un peu plus courtes. Et bon, ça dépend on va dire, de l'attention que peuvent porter les joueurs. Il y a des joueurs, si tu fais plus de 30 minutes sur des choses qui sont assez précises, ils peuvent décrocher. Donc, je préfère faire 2 fois 30 minutes Ouais, c'est sur, mieux, je sur suis deux d'accord. jours. Et donc, soit je prépare pour la session que je vais avoir avec le joueur. Quand j'ai pas de session à faire de mon côté, en général, si j'ai pas de session, c'est que j'ai quelque chose à préparer pour avant le scrim, un point de focus qu'on va travailler. Ça peut être aussi de la discussion de draft, tout ça. Donc, dans ce cas-là, je vais préparer les drafts, préparer les reviews de patch. Ça va vraiment dépendre en fait de l'objectif du jour et ça va varier selon les semaines. Est-ce qu'il y a un nouveau patch? Est-ce qu'il y a un champion qu'il faut qu'on comprenne? Ça m'arrive par exemple, quand il y avait eu le nouveau Rillion Sol, Cassante, ce genre de champion, je fais dans le meeting pré-scrim, dont je vais parler après, il peut y avoir une présentation de ce perso-là où on montre les mécaniques, on regarde des joueurs, des OTP ou des joueurs pro, etc. pour voir le fait que l'équipe soit sensibilisée au perso. Ensuite, il y a la pause repas. Et alors, soit 13h, soit 13h30. En général, on va avoir un meeting pré-scrim. En général, on essaie de faire plus 13h30
pour que ce soit pas trop long juste avant le scrim. Ça va vraiment dépendre de est-ce qu'on a des reviews de nos matchs Ophi à faire, des reviews de Game Pro, etc. Donc le but de ce meeting-là, c'est vraiment d'avoir des objectifs pour les scrims à venir. Parce que vraiment, ce qu'il y a de plus important pour aborder un scrim, et ce qui va éviter l'autopilote dont on parlait avant, c'est d'avoir des objectifs qui sont définis, que ça soit individuel ou collectif. Donc individuel, ça peut être simplement être aware de sa tempo de support, essayer de connecter avec le jungler. Et ensuite, au cours du scrim, tu vas parler ça avec ton support en indiv, etc. Et l'objectif d'équipe, ça peut être parler du dragon 1 minute 30 à l'avance. Est-ce qu'on peut le jouer ou est-ce qu'on cross-map? Si on peut le jouer, genre faire les bases accurate. Donc on va donner des objectifs qui sont comme ça. Parfois, quand il y a un nouveau patch, on va lire le patch. Donc moi, j'essaie de faire une analyse de patch qui n'est pas full théorique, statistique et tout, mais qui n'est pas juste le patch Riot. Donc par exemple, les joueurs se rendent pas compte de tel item, ce que ça fait vraiment tel champion. Et donc j'essaie de leur donner des exemples, de dire, regardez, au niveau 13 à 2 items, ce champion-là, il a 300 dégâts de plus. Parce qu'en fait, quand on voit les chiffres, on se rend pas compte. Donc voilà, ça peut être des présentations comme ça. Puis ensuite, on arrive dans le scrim à 14h. Nous, c'est quasiment toujours à 14h. 4-5 games, souvent 5. Après, il y a des équipes qui font des reviews de fou. Je sais pas si tu as déjà scrim UOL, Nico, mais les reviews de Ouais, Shippy, Chippy, il est connu pour ça, Chippy. c'est des reviews de 45 minutes. Donc, Chippy, il aime bien prendre genre tous les points. Genre, si la grenouille dans la rivière, elle a respiré, il va la review. ouais. Et du coup, 45 minutes de review, bah, là, en général, on fait pas 5 games, quoi. C'est pas, moi je suis d'accord avec Nico qu'une review ça doit. Ah, c'est pas ça doit, mais en tout cas selon ton groupe, je pense que 10-15 minutes max c'est bien et je pense que la plupart des joueurs de League of Legends n'ont pas une attention qui est assez élevée pour faire plus que Ouais. ça. Mais ils seraient pas joueurs de League of Legends s'ils avaient de l'attention. Non, mais c'est vrai, hein, parce il y a aussi une réalité de la vie qu'ils ont eu derrière. Je pense que l'attention. Enfin, là, on est dans un monde où les gens, il y a qu'un TikTok toute la journée. Ils ont pas forcément été habitués à avoir 2-3 heures de cours à l'école. Déjà, quand tu es à l'école, c'est pas évident. Et du coup, ils ont pas travaillé leur capacité d'attention, en fait. Et donc, on est obligé de s'adapter à ça. Enfin, moi, je pense que c'est contre-productif de faire 45 minutes de review. Et donc voilà, on fait la journée de script comme ça. Et en général, le soir, alors moi, je ne bosse pas avec les joueurs le soir. J'ai remarqué, j'ai essayé que en tout cas, moi, mes joueurs, là, ils sont pas assez focus. Donc je préfère vraiment garder ça pour moi me prendre un break et ensuite mater des games LPL, LCK, LEC quand ça reprend et préparer pour le lendemain, quoi. Tu vois, ça c'est marrant parce que nous, le soir, chez GameWard, c'était le moment où tous les dénouements de la journée se passaient. C'est-à-dire Ah s'il y ouais? avait bien un moment où il fallait être au courant et rester à l'office avec Malo, on faisait des sessions à l'office jusqu'à 1h, jusqu'à 2h du matin, alors que le lendemain, il fallait qu'on soit à 9h30, à 10h à l'office. Parce qu'en en fait, déjà, il y a toujours des joueurs qui restent un peu plus tard que les autres. Et c'est à ce moment-là que les langues se délient, c'est à ce moment-là que d'un coup, tu peux créer une dynamique de groupe où quand ça parlait du jeu, ouais et tout, à l'office, on a mal fait ça, machin. Et là, tu dis, bon allez les gars, on regarde et on fait ok. Et puis là, on se retrouve à 4 derrière une chaise d'ordinateur à 1 minute 30 en train de regarder une game. Et ça crée un team bonding de fou. Et à ce moment-là, en fait, le moment est tellement fort. Et ça, c'est un truc, je pense, en tant que coach, c'est aussi important de savoir reconnaître ça. C'est les dynamiques que tu peux créer au sein de ton groupe qui, en fait, vont exagérer l'intérêt et l'apport que tu crées et que tu peux connecter, en fait, par rapport à un knowledge théorique, à des connaissances théoriques, pardon. C'est-à-dire que par exemple, ce moment-là, la connaissance qui va être apportée, quel que soit, s'il faut, ça va juste être ah, il fallait une ward dans le bush. Euh, la connaissance que tu apportes à ce moment-là, vu qu'elle est connectée à une dynamique de groupe qui est forte, l'apprentissage va être multiplié par 10 en termes d'acquisition de connaissances. Et j'ai une question Ok. pour rebondir immédiatement dessus, désolé Ross, mais comment réussir à créer une dynamique de groupe aussi forte quand tu es en bootcamp, ce qui est le cas que tu donnes là avec GameWard, et en ligne, parce que là je pense que tu es actuellement du coup C'est ça. chez toi et le reste de ton équipe est du coup chacun en online. C'est ça. Comment réussir à créer une dynamique de groupe aussi forte et est-ce que c'est possible tout simplement? Alors ça, c'est Malo qui est un génie sur ça. Et c'est Ok. pour ça qu'on se contrebalance plutôt bien. C'est-à-dire qu'en fait, ce mec, pour je sais pas quelle raison, il est complètement gifted sur la compréhension des dynamiques de groupe et de l'énergie en fait d'un groupe ou des individus par rapport au groupe. Ce qui fait qu'en fait, simplement avec
des mots enfin ce qu'on appelle des mots triggers ou la relation qu'il va avoir quotidiennement avec les joueurs sur du day-to-day ou quoi que ce soit. Il est capable de créer une relation privilégiée avec les joueurs clés du roster, on va dire, et de réussir à les stimuler sur des points spécifiques quand il faut, pour en fait, du coup, vu que tu as toujours dans un groupe, tu as toujours une sorte de pyramide de hiérarchie sociale, tu vois. C'est-à-dire que tu as toujours un joueur ou deux qui seront plus ou moins haut dans la pyramide, et deux ou trois joueurs qui vont plutôt être en suiveur. Et en fait, à partir du moment où tu as identifié ces joueurs-là, c'est super facile de prendre tes deux joueurs, deux joueurs leaders, de les responsabiliser. Et en fait, quand tu les prends avec toi, de dire ok, vas-y, on va faire ça, et ce qu'on appelle le lead par l'exemple, tu vas avoir en fait les trois autres qui vont suivre derrière, et tu vas avoir dans une dynamique où tu vas être dans une dynamique super forte, où en fait tout le monde va vouloir aller de l'avant parce que ceux que tu as responsabilisés veulent montrer qu'ils sont responsabilisés et qu'ils ont de la valeur, et ceux qui suivent veulent pas se retrouver en dehors du groupe ou du moment parce que eux, leur intérêt en tant que suiveur, c'est de montrer qu'ils sont là, quoi. Et donc en fait, tu vas avoir toujours cette double dynamique-là euh, que Malo arrive très bien à créer. Alors ce qui est chiant pour l'online, c'est qu'en effet, on peut pas être le soir ensemble derrière un PC ou aller dans un bar ensemble ou rentrer, tu vois, typiquement, la majorité les meilleures conversations qu'on a eues chez GameWard, c'était quand on fermait l'office et qu'on marchait de l'office à l'appartement, on avait 7 minutes. C'était les 7 minutes les plus rentables de notre journée. No joke. Ouais. Parce que tu rentres le soir, t'es chill avec tes joueurs, t'es dans la rue, ça parle, et t'as un de tes joueurs qui dit par exemple Nico, euh, Inax aujourd'hui, bizarre non? Et vas-y, là, il faut que tu parles. Ah ouais, pourquoi bizarre? Ok, qu'est-ce qui t'a pas plu? Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, etc. Et en fait, ces genres de dynamiques-là, c'est pour nous ce qui te permet, enfin, ce qui nous permet, pardon, de construire en fait le relationnel qu'on a avec les joueurs, et ça nous sert vraiment de moteur en fait. Et on pense que c'est super riche. Et donc, du coup, en online, c'est super compliqué. C'est-à-dire que au début, avec Mono, on se disait, ouais, tout l'offline, c'est surcoté, nan, nan, nan. Puis on a fait un speech chez GameWard, puis on est revenu en online, on est là, plus jamais on veut faire de l'online. Genre, enfin, en termes de, si on a le choix, d'un point de vue performance, là, c'est différent parce qu'on a des rookies. Mais d'un point de vue performance, performance, si tu nous dis, ok, là, vous faites gagner les EU Masters, si on doit faire de l'offline, de l'online, pardon, c'est impossible, en termes de, bref. Euh, et du coup, en online, le plus intéressant à faire sur ça, c'est de parler aux joueurs par message tout le temps. Genre tout le temps. Il faut que... comment je pourrais expliquer ça? Ok, il faut que tes joueurs, ça soit ta meuf. Genre, en termes d'énergie que tu leur donnes, il faut que mais genre, toutes les heures, il faut que tous tes joueurs aient reçu un message sur Ah, les solo queues, c'était bien. Les vidéos YouTube que je t'ai envoyées, c'était bien. Regarde ce move, c'est bien. T'en as pensé quoi de ce champion? T'en as pensé quoi de ce build? T'as bien mangé. La salle, c'était bien. Toujours tout demander. Parce qu'en fait, il faut se mettre à leur place. Toi, c'est fatigant parce que t'as 5 personnes différentes à qui demander des nouvelles. Eux ne vont recevoir un message dans leur journée concernant leur taf que de toi. C'est-à-dire que si c'est pas toi qui es impliqué pour aller s'assurer que eux vont bien et que leur journée se passe bien et que tout se passe bien, ben en fait, personne leur demandera. Là. Et donc, du coup, c'est compliqué pour eux de se sentir impliqués dans un mouvement de groupe si ton groupe vit pas entre eux. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie aussi de sensibiliser les joueurs en ligne pour qu'ils aillent eux-mêmes parler à leur teammate. Donc là, par exemple, nous, celui qui est super fort pour faire ça chez nous, ce split-là, c'est Omon. Genre, ce mec, c'est une cheerleader à plein temps. Genre. C'est-à-dire que il va juste voir les joueurs automatiquement par lui-même, parce que moi, enfin, vu que Malo le dit de le faire, il va leur voir, ok, ça va, aujourd'hui je t'ai senti un peu mou dans Scream, ça va, est-ce que je sais pas moi, à tester ce nouveau champion solo queue, est-ce que en ce moment tu dors bien, parce que tu avais dit que la semaine dernière tu dormais mal, mais super naturellement, tu vois. Et en fait, du coup, ben, ça devient un peu chouchou de l'équipe, et ça compense le fait que les gens ont envie de te taper dessus quand tu fais 0,15 en Scream, quoi. T'as déjà fait de l'online, Eros, toi, ou pas? Parce que... Ouais, chez GOA, c'était de l'online. Ok. Et bah, moi, du coup, c'était la première expérience, c'était de l'online. Et bah, en vrai, ça. Alors, moi, j'ai pas trop envie de retourner à de l'online, hein, si c'est possible, parce que j'ai vu Easy Dream et là, LDLC en offline, et je sens la différence que ça fait. Je sais que notamment chez GOA, c'était pas évident parce que du coup, j'avais une équipe avec
avec Rift qui était en rookie, c'était sa première année, il venait de Roll Swap ADC, etc. Et il avait des gros soucis de confiance, Rift, cette année-là. Je pense que, comment dire, les premiers matchs qu'il a fait, bah, au début de l'année, il performait pas forcément beaucoup. Et ça avait beaucoup atteint sa confiance. Et donc, gérer ça en online, c'était pas évident. Ça prenait vraiment beaucoup de temps à parler le soir pour essayer de rassurer. Et Mhm. par moments, et aussi, je sais qu'il comprenait pas forcément peut-être les reproches que les teammates pouvaient faire, qui pouvaient être constructifs ou parfois ne pas forcément être bien dits. Et donc, il y avait vraiment tout un côté parler avec lui, parler avec les autres. Et en fait, essayer de forcer les gens à se comprendre. Ouais. Parce que quand tu es en IRL, c'est beaucoup plus facile ouais, de voir comment les gens ils sont et de se Ouais. comprendre. Et au pire, si tu t'engueules, c'est pas grave. Tu vois, là, de 10 minutes après, tu vas te voir, tu manges ensemble et tu peux mettre les choses à plat. Quand tu es en online, il faut faire la démarche d'envoyer le message, d'aller cliquer sur appel. Et psychologiquement, c'est beaucoup plus dur de faire cet effort-là. Donc, en tant que coach, là, je pense Mhm. qu'il faut qu'on soit des très bons lecteurs. Émotionnel, je pense que encore plus quand on est en online, même si en offline il y a des joueurs, c'est parfois un peu plus dur de les lire, parce que sinon les problèmes s'installent et on n'a pas le temps de les régler. Moi, je sais que chez GOA, il y avait des soucis du coup de groupe à gérer, et je pense que l'une des choses que j'ai bien fait, c'est de les identifier et d'essayer de tuer le problème dans l'œuf. Pas, peut-être pas forcément toujours réussi, mais l'effort a été fait et l'équipe, je pense qu'elle n'aurait pas fait toute l'année si ça n'avait pas été fait, quoi. Ouais. Donc, online plus compliqué, mais d'un côté, ça forge de fou. Je pense qu'une fois que tu as réussi à faire ça en online, je pense que le offline, c'est C'est vraiment de la gnognotte à vraiment, côté, hein. vraiment. Alors après, c'est la limite. Alors, oui, non. C'est Parce que différent. c'est Ouais. différent. C'est-à-dire que je me suis rendu compte un truc qu'il n'y a pas en online, typiquement, c'est le besoin d'être. Comment dire? D'être irréprochable sur le paraître. C'est-à-dire qu'en fait, en offline, tu as cette posture de coach à avoir tout le temps, tu vois. Alors que par exemple, en online, pendant le scrim, si la game, on est en 0,20, 0,27, que les joueurs ont pas envie de la jouer et que machin, et que bon bah, je me dis, bon bah, ils sont punis, ils avaient qu'à être plus concentrés au début, mais moi je FF pas cette game et ils sont coincés là et ils vont souffrir jusqu'à que la game finisse. Ben, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je me mets dans mon lit derrière là, je regarde chill la game et je suis tranquille, tu vois. Je me dis, je suis pépouze, moi j'ai fait mon taf d'avant-game, eux l'ont pas fait. On va review après, je vais les engueuler, mais j'ai rien à faire, je vais pas rester devant mon PC en attendant que la game se termine alors qu'on est déjà à 12 000 goals derrière, tu vois. Alors que en offline, t'as pas le droit d'avoir ces, qu'on appelle ça, ces petits relâchements. C'est-à-dire que Mhm. ta posture de coach, à partir du moment où tu arrives à l'offi et à partir du moment où tu fermes l'offi, tu es obligé de la garder. C'est-à-dire que un des meilleurs exemples, c'est-à-dire que par exemple, dans ta journée, là où pareil en online, tu peux avoir des moments de 30 minutes à 1 heure de temps en temps de pause dans ta journée, où bah, typiquement tu vas te mettre une vidéo YouTube. Moi, tu vois, j'adore The Voice. Donc ce que je fais de temps en temps, j'ai 30 minutes de pause entre deux reviews. Donc au lieu de regarder d'autres reviews, bah, qu'est-ce que je vais me faire? Je vais ouvrir une vidéo YouTube, je vais écouter la nouvelle musique, nouvelle chanson de je sais pas qui sur The Voice machin, et ça va me détendre rapidement avant ma prochaine review, tu vois. Ben en offline, faire ça, c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que si tu as un de tes joueurs qui passe à ce moment-là, pour la seule fois de sa journée, qui va venir derrière ton ordinateur pour te poser une question, il va se dire, bah, mon coach travaille pas. What the fuck? Et en fait, ce relationnel que tu as de perfectionnement au quotidien en offline, pour moi, est à la fois un boost, mais aussi à la fois toxique, parce que t'as zéro moment de répit, quoi. Mhm. C'est pour ça que je pense que le meilleur modèle, je crois que c'était Giants qui a ça, si je dis pas de bêtises. En gros, le bureau coach, non, c'était Excel. Le bureau coach est séparé du bureau joueur. C'est-à-dire que c'est un truc qu'on avait vu quand on avait fait les tryouts Excel avec Malo. Il nous avait montré, en gros, en fait, t'as la salle joueur, t'as une vitre, et t'as les ordi coach qui sont face à la salle joueur. Mais donc en gros, les joueurs n'ont pas le droit de rentrer dans la salle des coachs. Enfin, n'ont pas le droit. Enfin, t'as capté. En gros, pour que le mec rentre, il doit venir. Donc tu le vois venir, il ouvre la porte, machin. Donc t'as le temps de réagir, tu vois. Et donc du coup, nous chez GameWard, on avait des ordi juste derrière. C'est-à-dire que souvent, et c'est un truc qu'on a parlé avec Camille après, parce que en gros, il me disait qu'il avait eu un passif où son coach d'avant travaillait pas assez. Donc du coup, enfin même consciemment, il venait derrière mon PC voir ce que je faisais, tu vois. Et tout, c'est que moi, il y a des moments où après les scrims, bah, j'allais avec mes potes pendant 1 heure. Enfin, logique, quoi. Un petit moment de détente. Sauf que lui, à ce moment-là, il considérait que
après le scrim, vu que lui il faisait des solo queues, parce qu'il aimait jouer en solo queue, Mhm. mais que lui la solo queue c'est son travail, il fallait que je travaille aussi tout de suite après le scrim. Et en fait, du coup, ce dialogue-là en online ne serait jamais arrivé, par exemple. Et moi, vu qu'on avait fait que 2 ans et demi d'online avant avec Malo, c'est des choses qu'on n'avait pas forcément prévisualisées. Ce besoin de paraître, c'est-à-dire typiquement ton style vestimentaire est super important. Le fait d'être toujours d'avoir une bonne posture, un bon ton de voix, etc. au quotidien, même quand tu vas manger avec les joueurs, c'est super important. Parce qu'en fait, l'énergie que tu dégages en offline va se répercuter sur ton groupe. Enfin, je sais pas pour ceux qui aiment les chakras, tout ça, mais le truc des ondes et d'énergie que tu transmets à tout le monde là, c'est vraiment cette dynamique-là de te dire que si tu souris à quelqu'un, cette personne va être heureuse. Donc si tu apparais confiant, tu vas le mettre en confiance. Si tu apparais heureux, tu vas l'aider à être heureux. Et en online, si je souris pendant 10 minutes pendant ma draft, allez les gars, hein, c'est bien, hein, allez, hein, alors objectif de la game, on fait ça. La win condition de la game, on fait ça. Machin. Et qu'ensuite, au moment où je me mute, je suis trop aigri, que je tape un mur, que ma mère vient me parler, me dire un truc désagréable ou quoi que ce soit, ben en fait, j'en ai rien à faire parce que je suis en online et que personne ne veut le voir et que machin. Donc ça me permet d'être moins fatigué, qu'on appelle ça mentalement, à la fin de ma journée que par rapport à du offline, de mon point de vue. Ok. Ouais, il y a quand même des différences et des points qui sont plus ou moins négatifs d'un côté ou de l'autre. Bon, ça fait déjà un peu plus d'une heure qu'on est ensemble. Je vous réserve encore 2 petites questions qui vont nous permettre également de faire une petite conclusion. Mais parmi le rôle de coach, très souvent c'était surtout Glopo qui est le coach que je connais le plus, qui en avait quand même beaucoup parlé, que en termes de calendrier sur l'année, il va y avoir le côté on va jouer du coup la saison régulière, playoff, si t'as eu master, t'enchaînes et tout, et du coup t'as un calendrier assez dense, et toutes les personnes vont se dire c'est le calendrier dense qui a eu là, et après pour un coach, t'as la tâche qui était encore après, qui est la tâche du coup de recrutement des joueurs pour le split suivant, qui peut très souvent incomber à un coach. Et la question que je voulais vous poser après, c'est pour vous, comment est-ce que vous arrivez à identifier des profils pour réussir à rentrer dans votre roster, et comment réussir à faire en sorte que les tryouts réussissent à amener la bonne entente que vous allez ensuite pouvoir construire après. Je pense que Nico, toi de ton côté, en plus tu as eu un recrutement là entre le spring et le summer pour pouvoir changer ton topside. C'est des questions que tu as dû également te poser récemment, mais je vais d'abord laisser la parole à Irost, vu que tu as tout de même parlé pendant quelques minutes là. Oh, alors, moi, ça a pas mal changé là selon les années, vu que j'étais encore en train de découvrir. Je sais que chez Joe Academy, j'étais avec Glopo Eternity pour le recrutement, donc disons que j'étais plus en appui derrière eux pour voir comment ils géraient, donc j'allais donner mon avis, mais je ne gérais pas forcément le recrutement en lui-même. C'est vraiment chez Easy Dream où ça a été assez différent, surtout qu'on était sur un recrutement européen, on ne faisait pas une équipe full français. Donc, pour le repérage, c'était pas assez. Alors, le premier indicateur, j'ai regardé les noms que je connaissais déjà français. J'ai regardé en solo queue les personnes qui étaient à un certain elo, mais depuis longtemps. Je pense qu'il ne faut pas juste regarder le pic fin de saison, c'est bien de regarder la progression des joueurs. Enfin, c'est un indicateur, mais ça fait pas tout. Il y a des joueurs qui sont à 1K5 LP et moi, je ne les veux pas dans mon équipe. Des Euh, noms, des noms. non, non, mais c'est même pas forcément du fan, c'est juste, je ne pense pas, tu vois, je pense pas qu'être un 4 LP en solo queue, ça va faire de toi un excellent joueur d'équipe, ou dans l'équipe que je voulais construire en tout cas. Donc j'étais passé par des tryouts, pas mal chez Zedream en in-house, qui est un format qu'au final, j'aime pas tant que ça. J'avais testé, disons que en fait, plus tu as un grand nombre de joueurs possibles, là on était en Div 2, donc tu avais des joueurs, quelques joueurs ERL qui les font parce que peut-être qu'ils vont pas trop en ERL, et tu as les joueurs de niveau Div 2 ou les rookies inférieurs, donc ouais, tu avais beaucoup de joueurs. Donc le in-house était un peu nécessaire pour épurer un peu, puis faire des scrims. Moi, le format que j'ai vraiment bien aimé cette année et que je referai les années suivantes, donc là j'étais avec mon head coach et mon manager pour. C'est principalement du travail de scouting. Donc, il y a les noms qu'on connaît. Donc, on regarde, OK, déjà toutes les ERL et les Div 2. Il y a les joueurs, soit on connaît de nom, certains joueurs qui ont du potentiel. Donc, moi, je connaissais Zoelis, par exemple. Je connaissais White via la Div 2. Mon head coach les connaissait un peu moins. Donc, moi, j'ai apporté ces noms-là. Lui a apporté les noms qu'il connaissait. Euh, Ce qu'on a fait, c'est qu'on a, en fait,
on s'est partagé les joueurs des listes, donc qui sont les joueurs qui allaient être, on va dire, dans le top 5 de toutes les ERL l'année dernière. Donc ça, on peut louper des bons joueurs qui sont dans les bas de tableau, mais d'abord on est parti là-dessus. On a demandé soit s'ils avaient des POV de leur game, soit on a regardé les matchs filles. En fait, on avait un système de ranking des joueurs donc, que mon head coach avait utilisé en LEC avant. Donc le but c'est vraiment de se dire, ok, il y a, on va dire 7 critères par rôle, donc support, AD, etc. Et on essaye de dire, ok, bah, ce critère-là, il a une note. On va dire, on note, et ensuite on peut se dire, ok, ce joueur-là, au final, bah, dans tous les critères, il est un peu meilleur que celui-là. Ça nous a permis de nous dire, bah, on va dire, j'ai 3 joueurs prioritaires à chaque rôle. Ensuite, on a des entretiens individuels. Et selon les entretiens individuels, on pouvait déjà soit épurer, soit se dire, bah là, il n'y en a aucun qui y va, donc on va passer sur un niveau en dessous, peut-être en termes de notation, etc. Et ça nous a permis de construire une équipe en n'ayant quasiment pas de try-out, parce qu'au final, les try-outs ont été faits par LDLC avant que les coachs soient recrutés. Il y avait déjà le manager qui voyait un peu, qui nous a apporté des noms. Mais nous, en tant que coach, on n'a pas fait plus qu'un try-out chacun avec certains joueurs. On s'est vraiment passé par, OK, on a, en tout cas de ce qu'on voit in-game, des feedbacks des anciens coachs, managers, de l'entretien. On aime bien le groupe, on pense qu'il va bien fonctionner ensemble. Ça peut paraître peut-être flippy comme ça, mais le fait est que, au final, on est très content de comment le groupe fonctionne et on n'a pas eu de mauvaises surprises. Donc, ça s'est avéré concluant cette année. Après, peut-être que ça ne le sera pas toujours, mais j'ai bien aimé la méthode et j'ai trouvé que ça avait permis d'avoir un groupe cohérent. Et malgré le fait qu'on ait eu des rookies et peut-être des joueurs, bon, notre roster, il était mis quand même 8e, 9e dans la plupart des tier lists au spring. Probable. Et, on a montré que juste d'avoir une cohérence de groupe, ça avait permis en fait, de faire des bons résultats. Je pense qu'on a beaucoup gagné sur notre cohérence de groupe et le niveau Ouais, je suis individuel d'accord. des joueurs, quoi. On n'avait pas une macro incroyable, hein. Juste, on jouait bien les fights ensemble et nos joueurs étaient bons en lane, Bah, ce il qui y était le a critère. mes anciens joueurs de Game World, ils cassaient leur crâne à chaque fois qu'ils jouaient contre DLC. Ils disaient ouais, DLC, ils sont trop chiants. À chaque fois, il y a un Drake, ils skippent une wave ou deux et ils sont là en premier et ils drop la wave mid. Et puis, du coup, ils s'occupent pas de la wave. Et après, on doit quand même reprendre la position. Et puis, c'est quoi ça? Normalement, les équipes, elles se jouent la wave. Pourquoi eux, ils jouent pas la wave? Et du coup, ils perdaient tous les fights parce que c'est toujours en position en On, premier sur le on Drake. parlait de Et concepts, mais ça, c'est des concepts en tant que coach qu'on amène, tu vois. Et à ouais. chaque, c'est des écoles. Ça fait partie des écoles pour revenir sur le début zéro. Ouais, clairement. Moi, je suis l'école chez les Idris, on faisait pas beaucoup les RAL non plus. Ah, je sais que Dieu qui kiffe les RAL, moi je pense que les RAL c'est surcoté, tu vois, c'est des écoles. Ah, c'est grave cool. Toi, du coup, de ton côté, Nico, pour J'ai oublié, c'était quoi la question? c'était pour le recrutement et comment Ah réussir oui. à construire une cohésion de Euh, groupe. alors, nous, on a un format de recrutement qu'on a mixé. euh, En gros, on a pris un peu d'idées de Mac, on a pris un peu d'idées de Peter Dunn, on a pris un peu d'idées de nous. Et pour le moment, le format qu'on a, c'est qu'on pense que les tryouts, ça sert à rien. Bah, du coup, vous me rejoignez Ouais. là-dessus, tiens. Ouais. Ouais. Et ça, c'est assez rare en vrai, hein. On pense que les tryouts, ça sert vraiment à rien. Le seul truc pour nous qui est utile pour faire un tryout, c'est quand on a nos 5 joueurs, qu'on se dit, ok, ceux-là ensemble, ça doit être pas mal. On les fout ensemble 2 jours, donc ils font 2 scrims, et à la fin, on les met dans la même conversation Discord et on dit, eh les gars, en vrai, là on joue ensemble, c'est bien, non? Et, et on voit si ça marche, tu vois, s'il y a une vibe qui se crée, là. Et donc c'est ça qu'on fait pour les tryouts. Maintenant, comment on identifie les joueurs qu'on veut? Alors nous, on veut toujours dans notre, qu'on appelle ça? On veut toujours dans notre équipe, sur le mid-jungle support, on veut toujours qu'il y ait un leader, un facilitateur et un suiveur. Le suiveur, généralement, on veut que ce soit le mec qui soit le, le meilleur mécaniquement possible. Donc généralement, si c'est mon mid, je suis content. Mon facilitateur, idéalement, c'est soit mon sub, soit mon jungle, et mon leader, c'est soit mon sub, soit mon jungle. Donc on va tout le temps construire notre mid-jungle support comme ça, parce qu'on considère que c'est un peu l'essence centrale de ton jeu dans League of Legends, le mid-jungle support. Mhm. Parce que si t'as pas le meilleur mid-jungle support, bah, t'auras pas la meilleure équipe. Et que du coup, par conséquent, tout notre recrutement va être axé après pour pallier les faiblesses des uns, les forces des autres, etc. par rapport à ce mid-jungle support-là. C'est-à-dire que Et- là, par exemple, pour Nord,
On a Indécision qui est leader, Ouais. main shot caller, le mec lit la game de A à Z. On a notre facilitateur qui est notre support, qui va du coup apporter des éléments clés dans la com de temps à autre ou rappeler, qu'on appelle ça, la win condition des fights, etc. par exemple. Et on a notre suiveur qui est notre midliner qui va juste cliquer et à la fin on applaudit parce qu'il fait des beaux moves. Et donc on va déjà identifier ces trois profils-là. Pour identifier ces trois profils-là, en fonction du temps qu'on a, on a différentes manières de faire. Bon, déjà, on a un test de personnalité classique qu'on utilise pour un peu mieux comprendre les joueurs, comment le reach, etc. dans le call qu'on va faire après avec lui. On fait un call avec lui qui va durer entre 30 minutes à 1 heure, où on va parler avec lui pour qu'il se présente, qu'il nous raconte son parcours, on lui pose des questions un peu pour le challenger sur sa vie, etc. Ensuite, on fait un deuxième call où on parle du jeu spécifiquement où je vais être très chiant avec le gars sur le jeu en mode conseillère d'orientation en termes de niveau de chiant euh, sur, euh, sur tous les points en fait pour essayer de le trigger et de faire en sorte de voir si le gars est coachable en fait. Ok. C'est-à-dire que je veux voir si le mec va bien prendre les critiques. Si quand je dis s'il est nul sur certains points, s'il va bien le prendre ou pas, mais il y a des manières évidemment, je vous fais un résumé rapide, hein. Euh, Bref, un peu voir comment il va réagir, voir sa manière de réfléchir, son thinking process. Quand je lui donne un problème, lui dire, ok, bah, genre, comment tu réagis toi à ce problème-là? Quel est ton circuit de réflexion pour résoudre ce problème-là? Et un peu voir si le mec, bah, quel type de profil il a dans la résolution de problème in-game. Mhm. Et une fois qu'on a fait ça, je prends le temps de regarder en détail les votes qu'il m'a envoyés pour voir si ben, mécaniquement ou pas le mec suit, si en termes de communication ça suit vis-à-vis de ce qu'il m'a dit, etc. Évidemment, je regarde les votes en amont aussi, mais c'est juste que là, ça c'est vraiment. Genre en amont, je les regarde en mode je fais du tri, c'est-à-dire que je vais avoir genre 200 votes, j'ai une semaine pour regarder 200 votes, donc j'ouvre une vote, je regarde 15 minutes de la vote, et en 15 minutes, je sais si le mec je le veux dans ma team potentiellement ou pas, juste comment il bouge sa caméra, comment il clique, comment il gomme, quoi. Et ensuite, une fois que j'ai ma présélection, je vais regarder en détail dans mes 10 derniers candidats, je vais re-regarder les votes beaucoup plus en détail pour voir si Ouais. vraiment j'ai pas été biaisé ou quoi. Et donc justement, une fois qu'on a fait ça, on les envoie tous en tryout 2 jours, et après on essaie de créer ce biais de dynamique de groupe. Donc en général, on book des scrims, un peu avec mal, on triche un peu, il faut pas le dire. On book des scrims qui sont un peu plus faibles théoriquement que l'équipe qu'on a, parce que du coup, bah, ils gagnent, et du coup, on part de là, quoi. Ouais, pour mettre en confiance. Mais C'est ça. je vais utiliser la question qui a été posée dans le chat parce que c'est une question que je voulais également poser et du coup ça tombe bien. Mais comment du coup tu définis le statut et le rôle des joueurs avant même de réussir à avoir parlé? Parce que tu parles du coup d'avoir ce côté leader, facilitateur, suiveur. Ouais, Comment tu peux l'identifier avant l'intégrer dans ton équipe? les personnalités, hein. Mhm. C'est vraiment que les personnalités, hein. Par exemple, là, indécision, je lui fais, ok, t'aimes faire quoi dans la game? Puis il me fait, ouais, moi ce que j'aime et tout dans les games, c'est quand il y a peu de fight, macro, A à Z et tout, bam bam bam, je peux savoir, je peux dire à qui doit faire quoi, etc. et tout. Ok, très clair, tu vois. Mon support, je vais lui dire, ok, toi, qu'est-ce qui t'intéresse dans le jeu? Il me dit, ouais, moi et tout, j'aime bien quand je peux aider mes mates à mieux jouer et leur donner des conseils à un moment dans la game, etc. Bam, second shot colère. C'est tout, hein. Ouais, ouais, c'est au final tu poses la question, tu as la réponse et C'est ça, hein. tu déroules juste après. Ça nous est arrivé qu'une seule fois où mais c'est parce que c'était Camille Séchéco, ces coquins là. Euh, En fait, ils savaient qu'on les voulait ensemble. Et du coup, pour s'assurer de venir, Shekolad et Camillus se sont mis d'accord pour nous dire que Camillus était main shot caller chez Mouse, alors que c'était Price Walker. Et en fait, à ce moment-là, on n'avait pas les votes de Mads, les votes de Mouse, pardon. Malheureusement, elles avaient toutes disparu vu que c'était sur les PC de Mouse. Quel dommage. Et que du coup, ils n'avaient pas eu accès, ils n'avaient pas pu les uploads. Donc, du coup, je n'avais aucune preuve de ce qu'ils avançaient. Et en fait, vu qu'on avait commencé l'off-saison super tard avec GameWard, je me suis dit quand même, les deux n'oseraient pas bullshit sur ce sujet qui est aussi important dans la création d'une équipe. Et quelle ne fut pas ma stupéfaction de voir que, en fait, au final, Camillus voulait devenir main shot caller, mais n'avait pas du tout, à ce moment-là, les compétences pour le faire, ni la personnalité.
Donc, du coup, ça a été un gros travail qu'on a eu chez Game One avec Malo pour transformer Camus en main shot caller. Et une des grosses raisons pour laquelle on a eu un summer si qualitatif, c'est qu'en fait, on a transformé Camille en main shot caller qui nous a comblé ce poste de, de leader, de là leader où vacant, ouais. Akaban était facilitateur en fait. Ouais, ouais, ok, très bien, Voilà. très bien. Bon, il nous Vous ne reste, faites pas avoir par les joueurs, ouais. toujours demander les votes. Il nous reste 5 petites minutes. On va sortir un peu du côté équipe, poser une question beaucoup plus générale et que peut-être d'autres gens vont également prendre des notes. Mais si vous aviez un conseil à donner à des joueurs lambda comme nous, là, des joueurs lambda, Les pour gueux. s'améliorer en solo queue, alors quel est le conseil que vous donnerez pour réussir à appliquer au final certaines de vos méthodes de travail à la solo queue? Ah. Qui commence? Alors là, Ouais, je peux commencer si tu veux. vas-y. Vas-y, vas-y. Moi, je pense que le piège de la... et pour moi, il y a 3 pièges en solo queue. Le premier... Vas-y, vas-y, je t'autorise. Le premier, c'est de vouloir jouer plein de champions différents et plein de rôles différents. Le meilleur moyen de step up en solo queue, c'est tu prends un rôle et si t'es autophile, t'essaies de dodge. T'as le droit à 2 dodge, donc profite. Sinon, tu prends un rôle, un ou deux persos max qui sont idéalement méta si possible. Des trucs un peu bien classiques en fonction de tes rôles qui restent bons quels que soient les méta. Et encore, c'est même pas forcément obligatoire. Tu joues 2 persos et tu t'éparpilles pas, quoi. Et tu regardes des replays sur ces persos, tu regardes des tutos sur ces persos. Il y a plein de contenu sur tes personnages sur YouTube, donc faut que tu regardes ça. Le deuxième piège dans lequel les gens tombent, c'est le rythme de vie qu'ils ont et quand ils lancent leur solo queue. C'est-à-dire que par exemple, lancer des solo queues après 23h n'est pas conseillé. Lancer des solo queues avant 10h du matin n'est pas conseillé. Pourquoi? Parce que tu tombes soit sur les gens qui sont aigris de leur journée et qui sont fatigués et qui ont envie de dormir, soit tu tombes sur les gens qui sont en nuit blanche et les games ne ressemblent à rien du tout. Donc du coup ça, pour moi, la manière dont tu lances tes solo queues, c'est lié aussi à ta manière de si t'es tilt ou pas. Faire des solo queues quand t'es tilt, ça ne sert à rien. Genre tu veux vraiment lancer tes solo queues quand t'es focus 100% énergique, etc. Sinon tu progresseras jamais. Et le troisième point, pour moi, dans lequel les gens tombent, le piège dans lequel les gens tombent en solo queue, c'est de penser que en solo queue, tu peux jouer à League of Legends normalement. Je m'explique. En Ouais. solo queue, la solo queue est un jeu à part. Euh, En solo queue, le plus important, c'est d'être capable d'identifier les réactions de tes alliés ou de tes ennemis, savoir si tu peux go, si tu peux follow, s'ils vont te suivre ou s'ils vont pas te suivre. Et en fait, ça sera jamais à eux de s'adapter à toi. Les seules fois où ça arrive, c'est quand tu es en challenger, tu t'appelles Upset, et que toute la team dit ah, on a Upset bot contre, je sais pas moi, Un autofile. un Allez hop, autofile. on Allez va hop, jouer bot. tout le monde sur Upset et tout le monde joue sur Upset toute la game. Et voilà. Ça n'existe pas. Donc en fait, ce sera toujours à toi de t'adapter en fait à ton équipe. Et il y a un truc super intéressant qu'il faut savoir, c'est que 30% des kills de la game ont lieu autour de la mid lane. C'est-à-dire que si dès que tu sors de la base et t'as pas tes waves à aller chercher sur tes sides ou en tant que jungle ou quoi que ce soit, tu passes par le mid autour des Raptors, il y a de grandes chances que tu tombes sur des kills. Donc c'est une très bonne habitude à prendre pour être plus impliqué dans tes games. Ok, Voilà. nice. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils à rajouter, Rust? Ouais, je dirais vraiment le principal, en tout cas selon moi, c'est d'avoir des objectifs et de se les définir. En fait, ne pas lancer une solo queue pour lancer une solo queue, mais savoir quel est le but derrière. Et je pense que ça évite, pour rebondir sur ce qu'on disait avant, les situations d'autopilote ou de lancer en étant tilt ou pas focus. Faire un C'est que tableau. ça peut être un tableau, ça peut juste se planifier. En fait, ça peut être une planification personnelle, ça peut être fait avec un coach, etc. Et quand je dis objectif, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, Ouais, je les ai, hein. Exactement zéro. Je les ai, Et, hein. en fait, il y a des gens, souvent, ils vont lancer leur solo queue. Admettons qu'ils veuillent progresser. Ils lancent leur solo queue et se disent bah, je veux atteindre le master, je veux atteindre le challenger. Hmm. Et en fait, la réalité, c'est que à part si t'es gifted, ça ne va pas être suffisant. Et parfois, même quand t'es gifted.
Ce qu'il faut, c'est se mettre des objectifs intermédiaires. C'est un peu comme si tu disais, je veux gagner les Worlds en tant que joueur professionnel. Non, même juste gagner la LEC. Non, tu vois, as déjà d'abord des objectifs intermédiaires pour toi devenir meilleur. Ces objectifs-là, ils peuvent être divers. Tu parlais des champions solo queue. Je pense qu'un objectif, ça peut être d'apprendre un champion, ce qui va en général ne pas correspondre avec un gain de LP, donc pas atteindre le master, et pas correspondre avec un apprentissage du jeu. Donc par exemple, si tu apprends un nouveau support, bah, tu vas te concentrer sur ta lane, tu vas peut-être pas apprendre à bien bouger sur la carte, ton roaming, des choses comme ça. Tu vois, ça peut rentrer dans les. Ça peut être lié au champion, tu vois. Mais en général, apprendre à jouer au jeu, c'est différent d'apprendre un champion. Donc, tu vois, si je veux apprendre un nouveau champion ou si je veux apprendre à mieux jouer avec mon jungler, même en solo queue, hein, c'est ultra fort pour un support par exemple, ou apprendre un roam en tant que mid laner, ça va être différent. Et si je veux gagner des LP, bah, par contre, il faut que je joue la manière que je connais de jouer et que je joue les champions que je connais déjà. Donc, en fait, savoir définir quel est mon but aujourd'hui. Pour un joueur professionnel par exemple, bah, par moment, leur but, c'est pas de gagner des LP, c'est de practice Cassante Mid, tu vois. Et Cassante Mid, bah, ils vont perdre des LP en le jouant. Et je pense vraiment que c'est la même chose pour les joueurs en solo queue. Il y a trop de personnes qui lancent sans savoir pourquoi ils lancent. Et en fait, le problème, ce qui se passe, c'est que si la game, elle part mal, et que tu es frustré parce qu'à 10 minutes, ta botlane, elle est morte 3 fois, et que t'as pas d'objectif, bah en vrai, comment tu peux tryhard? La plupart des gens ne vont plus tryhard, parce qu'ils sont en mode, bah ouais, je vais lancer pour gagner ma game, quoi. Donc ma game, elle va être perdue, donc je suis Et- deg. Alors qu'en vrai, si tu sais pourquoi t'as lancé, tu peux dire, bah même si je perds la game, je vais en tirer quelque chose. Et Ouais, c'est ça un peu ce tout que à tu avais, fait. j'ai vu sur Twitter, tu avais mis des objectifs de CS minutes. En tant Ouais. qu'ADC, bah, c'est le genre d'objectif intermédiaire qui peut t'aider à progresser et te dire, ah, j'ai perdu ma game, mais j'ai eu mes 10-16 minutes sur ma série. Et C'est. Moi, ça, ce sur le long tableau-là, terme, c'est un. Ouais. Pardon, vas-y. juste sur le long terme, ça va te faire gagner. En fait, peut-être ça te fait pas gagner cette game-là, mais sur 10 games, Ouais. ou même 100 games, on va dire, avoir eu les bons réflexes, avoir suivi tes objectifs, ça va te faire atteindre cet objectif, en fait. Du moment que Ouais, t'es je patient. comprends. Ça, ce tableau-là, c'est un truc que moi je mets même en place avec mes joueurs, enfin au quotidien. Pas Mhm. besoin d'être gold ou plat pour mettre ce tableau en place. C'est un truc que nous on fait un suivi solo queue avec tous nos joueurs depuis la nuit des temps, où ils ont tous un tableau solo queue qui remplissent avec leurs objectifs par game. Moi je leur mets même un truc, ce que j'appelle pour éviter le côté routinier des games où ils ont envie de se tuer. Je leur demande de se donner un challenge unique par game, un truc en mode mourir moins de 3 fois, ou je sais pas moi, reset correctement, un truc genre vraiment spécifique en plus de leur objectif de la game Mhm. pour ajouter un peu de piment et s'ils arrivent à l'appliquer derrière, bah, ils sont contents quoi. Ouais, ok. Mhm. Ok. Bah, merci beaucoup. Bon, ça rejoint un peu les concepts que je connaissais aussi, hein, que pour vos solo queue, l'objectif n'est pas de gagner des LP. L'objectif est de vous améliorer et vous verrez que les LP arriveront après C'est après à ça. la suite. Et là, il y a Là, beaucoup de gens qui ont dit, genre, qui sont arrivés sur le stream quand ils ont vu, t'es tombé diamant 4, en mode, oh, putain, tu dois avoir trop le démon, de tomber diamant 1, diamant 4 et tout. Je suis là en mode, enfin, les gars, à partir du moment où je remets en question mon jeu, je savais que j'allais descendre. Mais l'objectif, c'est je descends, mais je vais remonter plus haut. C'est un peu ça l'idée, quoi. En fait, quand tu apprends toujours, c'est la courbe d'apprentissage, hein. Ouais. Quand tu apprends une nouvelle compétence, t'es obligé de baisser un niveau genre, au Et début. ouais. Ouais. C'est Avant normal. de remonter plus haut, Avant de quoi. remonter, c'est ça. C'est 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 ça. monter, plateau, descente, monter, plateau, descente. C'est un peu la courbe d'apprentissage idéale, quoi. C'est Ouais. ça. C'est Et vraiment qui est ça. pas évitable si tu travailles bien. C'est ça. Et Un comment pas ça en arrière s'appelle? pour deux pas en avant. Et vraiment, moi, le truc qui avait le plus changé, par exemple, il y a un de mes joueurs, bah, je crois que c'était Willens au FC Nantes, qui Ok. devenait complètement fou quand il regardait ses pertes et ses gains de LP. Genre, quand je dis complètement fou, c'est-à-dire qu'il pétait des caps premier degré, genre plus 27, moins 30, hein. Enfin, je sais plus comment c'était les Ouais. ratios à l'époque. Ouais, ouais. J'ai dit, mais frérot, pourquoi tu regardes? Genre, c'est n'importe quoi de regarder. Tout ce qui t'intéresse, c'est simplement d'avoir plus de victoires que de défaites. Et il m'a fait, oh, ça, c'est vrai ça, Nico. Ben, du coup, dès qu'il finissait la game, il quittait le truc, il regardait pas les stats ou quoi, tu vois. Et il n'a pas regardé ses LP pendant un mois, il est monté à 975. Ouais. Mhm. C'est. Faut Juste réussir à parce faire que abstraction. psychologiquement, Mm. tu vois, ça l'affecte tes mains, quoi. Ouais, ouais. Je comprends Je clairement. sais que moi j'avais Rift chez Geo Academy, je vous Mhm. disais, il avait des problèmes de pression et de confiance. Et on a fait le début d'année où il n'arrivait pas à sortir du diamant. Il était mid-diamant, alors que bah, il était GM Chal sur l'avant, il comprenait pas, etc. Et au bout d'un moment, on a mis en place justement un tableau avec des objectifs et je lui disais, toutes tes solo queues, tu vas noter ton CS minutes, ce que tu as gagné, quel est le match-up, et je lui faisais une box commentaire. Et en fait, après toutes les games, il devait commenter et dire. Alors, ah ouais, bah ça, j'aurais dû faire ce starter là ou ce setup de rune là. Ma lane, il faut que je la joue comme ça dans ce match-up là.
Il a fait ça tout du long pendant un mois. Et on a eu le break d'Intersplit. Et au final, il est monté à 900 LP et 1 KLP, quoi. Ouais. Juste parce que ça a débloqué, parce qu'il se disait, ah ouais, mais j'avance. Après, je sais pas comment son cerveau s'était passé, mais ça a débloqué quelque chose. Hmm. Donc ça a fonctionné pour des joueurs pros, ça peut fonctionner pour les gens en solo queue du moment qu'il y a de la rigueur, encore une fois. C'est ça. Je pense vraiment là, un truc que j'avais pas fait mais que je vais peut-être rajouter, c'était, je pense que je vais me faire un tableau Excel, tu vois. Mais vraiment, Que je vais me rajouter un tableau Excel avec une. j'ai un modèle si tu veux. Ok, Attends, ok, je te moi l'enverrai je après. suis chaud pour le Le recevoir. suivi est tout aussi important que la Ouais. définition des objectifs, parce que sans suivi, en fait, le cerveau va toujours se focus sur le négatif, et donc si t'as pas de suivi, Mhm. imagine tu fais genre 10 games très bien et 5 moins bien, le cerveau va se souvenir des 5 moins bien. Alors que si t'as ton suivi, tu peux dire, ah mais en fait, là c'est 2-3 jours de solo queue et c'était pas si mal. Ouais, Et ouais, ouais, très important. Et ça, c'est pas que dans. En vrai, c'est pas que. Là, on parle de LoL, mais dans la vie, en général, c'est comme ça que ça fonctionne. Dès qu'on se met des objectifs et qu'on les suit un peu, bah, on se sent beaucoup mieux et on progresse mieux, ça. Donc, clairement. important. Clairement. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux. J'ai apprécié énormément toute cette conférence. Vous avez apporté beaucoup de points hyper intéressants. On a même dépassé un peu niveau timing, mais je pense que Gwen qui est dans le chat ne nous en tiendra pas rigueur. La VOD sera également sur YouTube pour ceux qui n'ont pas réussi à voir le début de cette conférence. Sera sur le YouTube de University FR. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez tout simplement nous suivre sur Twitter. On retweetera la VOD quand elle sortira d'ici. Allez, entre 3 jours et une semaine en fonction de ce que Gwen sortira. Mais de toute façon, je vais lui envoyer la VOD dès maintenant. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. C'était vraiment hyper intéressant. Et bonne chance pour vos matchs au feed cette semaine. Merci bien. Côté Nord, Beaucoup. t'affrontes qui? Ok. J'affronte Verdant, Côté... et les deuxièmes, je sais pas du tout. Genre. Et côté LDLCE, tu as dit vous affrontez Bekarog et. Ok, ok. Bah tiens, tu parlais de Vignorin parmi les joueurs qui t'avaient un peu marqué. Du coup, tu vas l'affronter demain ou c'est demain que tu l'affrontes du coup? C'est ça. Ok, bonne chance pour ce côté-ci et en tout cas merci encore une fois à Merci vous. beaucoup. Merci également au chat et moi j'ai une réunion avec OTP dans littéralement 15 minutes donc je vais pas rester je vais pas rester plus longtemps. Je vais vous rep du Les fameuses côté. réunions où Shriek arrive en retard, c'est ça? C'est ça, elle est passée de 14h à 13h mais voilà, on a ces réunions J'ai à la ce chaîne moment. à toi. Ouais, merci en tout cas beaucoup à vous. Pour la vidéo de YouTube, merci. N'hésitez pas à vous abonner au YouTube University FR et à très vite.